Rebonjour à tous. Donc on va pouvoir continuer ce cours sur le métabolisme. Donc on avait vu, on venait juste de voir à l'instant effectivement que lorsqu'on est à jeun, lorsqu'on a faim, eh bien on récupère le glucose à partir du glycogène, premièrement. On récupère aussi du glycérol à partir de nos graisses, notre tissu adipeux. Ça libère du glycérol qui va participer à la néoglucogénèse. La néoglucogénèse, on ne l'a pas encore décrite, mais on va la décrire là maintenant tout de suite en détail, parce que c'est une voie à connaître, c'est l'inverse de la glycolyse. Il y a toutes les étapes de la glycolyse, sauf qu'il y en a trois dans la glycolyse qui sont des étapes qu'on ne peut pas rendre réversibles. Toutes les autres, elles sont réversibles, sauf les trois étapes, et ce sont ces trois étapes que je vais vous décrire. Donc la glycolyse, enfin la néoglucogénèse, nouvelle création de glucose, permet de faire du glucose. Les fontes des graisses permettent de faire du glycérol qui permet de faire du glucose, mais aussi qui libèrent des acides gras. Acides gras qui vont subir une bêta-oxydation pour faire de l'énergie. Problème, l'acétyl-CoA ne peut pas être utilisé parce que ça forme des corps cétoniques qui peuvent être toxiques à la fin. Par ailleurs, il peut y avoir aussi, après un jeûne prolongé, fonte des muscles qui libèrent donc des acides aminés, dont du pyruvate, qui est très important le pyruvate, puisqu'il va permettre de faire tourner le cycle de Krebs à l'envers, pour faire sortir l'oxaloacétate qui permettra de faire du PEP, autrement dit la néoglucogénèse. D'accord? Donc voilà pour ce qui est un petit peu des étapes physiologiques. La physiologie, c'est comment fonctionne le corps, c'est-à-dire comment se met en branle le métabolisme. On a vu ici que le cycle de Krebs tournait en sens inverse en état de jeûne, alors qu'il tourne dans le bon sens dans l'état postprandial. Maintenant, on va parler plus en détail donc de la néoglucogénèse. Alors, la néoglucogénèse, il se trouve qu'il y a trois voies. Il y a trois voies de la glycolyse qui ne peuvent pas se faire à l'envers. Alors, quelles sont ces voies? Eh bien, il y a une première voie qui n'est pas toute simple. En fait, c'est parce qu'on démarre du pyruvate, en fait. C'est comment passer du pyruvate au glucose. C'est ça la question. C'est-à-dire d'un C3 à un C6. Alors, on se dit, ah bah pyruvate, phosphoénolpyruvate, c'est la molécule qui est juste avant, hein. C'est la 10e étape de la glycolyse. Phosphoénolpyruvate, donc PEP donne pyruvate, il n'y a qu'une seule étape. On se dit, bah, il suffit de faire l'étape inverse. Or non, cette étape inverse n'est pas possible, c'est une étape irréversible. Donc pour passer de cette dernière molécule du pyruvate au phosphoénolpyruvate, il faut refaire tout un tour de manège, et ce tour de manège-là, il coûte vraiment de l'énergie. Donc c'est ce qu'on va voir. Alors le PEP, tout d'abord, il va rentrer dans la mitochondrie, et dans la mitochondrie, cette molécule à 3 carbones va être carboxylée. Ici, vous avez un groupement carboxylate. Ce groupement carboxylate va être condensé, et ça coûte de l'énergie de rajouter un carbone, c'est une carboxylation. Ça fait intervenir une vitamine, c'est-à-dire un coenzyme particulier qu'on appelle la biotine. La biotine, c'est la vitamine de carboxylation pour les carboxylases. Et cette biotine va fixer le groupement carboxylate, va utiliser une liaison énergétique, donc ça coûte 1 ATP, et on obtient une molécule en C4 que vous connaissez très bien, puisqu'on est en plein cycle de Krebs. Donc là, ici, là, se trouve cette fameuse réaction dont je vous avais déjà parlé, je vous avais dit, le pyruvate est transformé en oxaloacétate, et là tout le monde se disait, ben, il dit n'importe quoi le prof, normalement le pyruvate est transformé en acétyl-CoA, et l'acétyl-CoA se lie avec l'oxaloacétate pour faire du citrate. Ça, c'est le cycle de Krebs. Et bien là, dans la néoglucogénèse, eh bien le C3 est directement transformé en C4, en oxaloacétate. Et puis après, il se passe un truc bizarre, c'est-à-dire que l'oxaloacétate qui est dans la mitochondrie, on veut le sortir, mais il n'a pas le droit de sortir directement. Donc en fait, il y a tout un tour de passe-passe, c'est-à-dire que lui, il n'a pas le droit de sortir, mais son copain, il a le droit de sortir, c'est le malate. Le malate, lui, a le droit de sortir, donc on va d'abord transformer l'oxaloacétate en malate. Je vous rappelle que dans le cycle de Krebs, c'est la réaction inverse qui se passe. Autrement dit, dans le cycle de Krebs normal, c'est malate donne oxaloacétate. Et normalement, il y a NAD+, donne NADH. Et bien là, dans la néoglucogénèse, la réaction inverse se déroule. C'est normal, c'est une néoglucogénèse, c'est déjà l'inverse de la glycolyse, donc on comprend que ce soit un petit peu l'inverse du cycle de Krebs aussi. Donc là, c'est la réaction inverse. Oxaloacétate donne malate, donc en fait, à partir du NADH, on donne NAD+. Le malate a le droit de sortir, il se trouve dans le cytoplasme, et puis, comme on voulait de l'oxaloacétate, eh bien, là, pour le coup, on va
oxyder le malate, ce groupement alcool secondaire ici, on l'oxyde en une fonction céto, et on récupère l'oxaloacétate. Il est dehors. Et que devient-il? Eh bien, chose amusante, cet oxaloacétate peut être transformé en PEP. Comment? Eh bien, ici, vous avez un C4, et ici, vous avez un C3. Donc, premièrement, il faut enlever un CO2, c'est-à-dire un carbone. Donc, décarboxylation. Deuxièmement, ça ne vous aura pas échappé que dans le PEP, il y a un phosphate, phosphoénolpyruvate. Donc il y a un phosphate, donc il faut donc rajouter un groupement en phosphate, il faut un donneur de phosphate. Ce donneur de phosphate ici, c'est le GTP, et le GTP libère son phosphate, et on obtient le PEP. Donc vous voyez que c'est beaucoup d'étapes. Premièrement, donc la néoglucogénèse commence mal. On aurait pu penser que c'était une glycolyse à l'envers, c'est-à-dire 10 réactions à l'envers. En réalité, rien que la première réaction à l'envers, eh bien, elle est interdite et il faut faire une multitude de réactions, il faut faire un grand détour. Premièrement, grand détour. Deuxièmement, ce grand détour coûte de l'énergie. Ah, ça on ne s'y attendait pas. Mais regardez quand même, quand vous passez de PEP à pyruvate, vous formez une molécule d'ATP. Et bien, quand vous passez du pyruvate au PEP, ça ne vous coûte pas une molécule d'ATP, mais ça vous en coûte deux. Regardez bien, pyruvate, voilà une molécule d'ATP, on continue, et voilà une autre molécule d'ATP. Alors certes, il y a écrit GTP, mais on l'a déjà dit, un GTP, c'est l'équivalent d'un ATP. Donc en fait, vous avez deux liaisons énergétiques qui sont mangées. Au lieu d'en faire une seule pour cette réaction inverse, qui n'existe pas, hein, eh bien en fait, il faut deux liaisons énergétiques. Et là, vous pourriez me dire, mais monsieur, regardez, il y a aussi du NADH qui est privé, qui est pris. Alors, oui et non. Pourquoi? Parce que, regardez bien, ici, c'est vrai qu'on nous prive de NADH qui permettrait de faire 3 ATP, mais ici, au sortir, on récupère le NADH. C'est l'histoire de l'oxaloacétate qui est sorti, mais qui n'avait pas le droit de sortir directement. Donc en fait, on a perdu du NADH, on l'a reformé. Donc grosso modo, retenez que rien que le début de la néoglucogénèse, c'est un grand détour, et que en plus, ça coûte 2 ATP. Ok? D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous a mis ici ce bilan. Pyruvate plus 2 ATP plus une molécule d'eau donne PEP plus ADP plus PI. Ok? Ici, c'est la deuxième étape qui va nous intéresser. Alors, j'en suis à la néoglucogénèse. Je vais revenir justement, on va revenir un petit peu à la glycolyse. Donc, on est au niveau du pyruvate. On a vu qu'on ne pouvait pas passer directement. Attendez, je reviens ici, paf. On va y arriver. Voilà. On est au niveau du pyruvate. On a vu qu'on ne pouvait pas passer directement au phosphoénolpyruvate, qu'il fallait faire tout un détour. C'est fait. On a fait le détour, ça nous a coûté 2 ATP. Ensuite, on passe aux 2 phosphoglycérates. Ça, c'est réversible. Là, il n'y a aucun souci. Vous avez vu, les flèches, elles vont dans les deux sens. Donc, pas de souci, on passe aux 2 phosphoglycérates. Il faut faire rentrer une molécule d'eau. Cette fois-ci, ce n'est pas une molécule d'eau qui sort, c'est une molécule d'eau qui rentre. On fait rentrer une molécule d'eau. Ensuite, il y a encore une étape réversible. C'est ce groupement ici qui est sur le carbone 2, on le passe sur le carbone 3. On arrive aux 3 phosphoglycérates. Et là, il y a une étape particulière qui est une étape réversible. Donc, on va utiliser l'enzyme et elle est réversible. Mais ce que vous voyez, c'est que là, il faut à nouveau un ATP. C'est-à-dire que dans la réaction de la glycolyse, on formait un ATP. Et bien là, on va avoir besoin d'un ATP. Donc là encore, bing, un ATP. On en est à un 3e ATP. Et on obtient le 1,3-diphosphoglycérate. Ok? Puis ensuite, ce 1,3-diphosphoglycérate va être réduit en glycéraldéhyde 3-phosphate. C'est-à-dire qu'on va perdre la liaison énergétique, premièrement, et deuxièmement, on va réduire le groupement acide qui est ici, on va le réduire en une fonction aldéhyde. Donc, on perd encore une liaison énergétique, on libère le phosphate, c'est une réaction qui est réversible, donc on a le droit de la faire. Donc jusque-là, tout va bien, on va former du glycéraldéhyde 3-phosphate, et puis ce glycéraldéhyde 3-phosphate, tout seul, c'est un C3, on ne peut pas faire un C6, vous êtes d'accord? J'espère que vous voyez bien où je veux en venir. Ça veut dire que tout ce qu'on vient de dire à l'instant, il va falloir le faire 2 fois. C'est la même chose que la glycolyse. La glycolyse, cette deuxième partie a été répétée 2 fois. Bien, quand vous faites la néoglucogénèse, ce début de néoglucogénèse est à faire 2 fois. On va donc arriver à 2 glycéraldéhyde 3-phosphate
et il y en a un qui va être transformé en dihydroxyacétone, phosphate. Avec nos deux C3, on va donc pouvoir faire du fructose 1,6-biphosphate. C'est fait. Il n'y a pas de problème, toutes ces réactions sont réversibles. Et c'est là qu'il y a un souci. Bing, on arrive sur une autre réaction de la glycolyse qui est irréversible. Autrement dit, qui ne passe pas en néoglucogénèse. Donc ici, fructose 1,6-diphosphate, fructose 6-phosphate, là encore, on doit avoir une réaction spécifique. C'est comme pour tout à l'heure, passer du pyruvate au PEP, il y avait plein de réactions spécifiques, et bien là, il faut une réaction spécifique. Alors on va voir qu'en fait, ce n'est pas tout un détour, 36 réactions, non, là c'est une seule. C'est-à-dire c'est une enzyme qui permet de le faire, premièrement. Ensuite, on a une réaction qui est réversible, pas de problème. On arrive au glucose-phosphate, et bing, de nouveau, on recommence. L'exokinase, elle est irréversible. Alors, je vous ferai juste remarquer que là, c'est une kinase irréversible. Là, c'est une kinase irréversible. Et là-haut, c'était une kinase et c'était irréversible. Autrement dit, c'est simple quand même. C'est au niveau de la glycolyse, il y a 3 kinases. Eh bien, ces 3 kinases, ce sont des étapes irréversibles. Et quand vous faites la néoglucogénèse, à partir du pyruvate jusqu'au glucose, eh bien, sachez que au niveau de ces 3 étapes, il y a 3 étapes qu'il faut à tout prix faire autrement. Alors, la plus compliquée, c'est celle-ci. Passer du pyruvate au phosphoénol pyruvate, en réalité, il faut d'abord passer par l'oxaloacétate, un truc de fou. Mais ici, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'il y a juste, si là, il y a une kinase qui permet de phosphoryler, eh bien, pour enlever le phosphate, il faut juste utiliser une phosphatase. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, c'est cette deuxième partie que je vous ai décrite ici dans cette diapo. Là, vous avez la glycolyse, fructose 6-phosphate, la kinase, elle utilise l'ATP, elle libère l'ADP, c'est-à-dire autrement dit, elle a libéré un groupement phosphate, et le groupement phosphate est allé se placer ici sur cet hydroxyle, et on obtient le fructose 1,6-diphosphate. Ok? Et bien, dans la néoglucogénèse, vous voyez que ce n'est pas la même enzyme, ce n'est pas le même nom. Là, le nom, c'était la phosphofructokinase. Ici, son nom, c'est une phosphatase. Ça ne doit pas vous étonner. Et quel est le vrai nom? Eh bien, il faut rajouter le substrat. C'est la fructose 1,6-diphosphatase. Diphosphate, diphosphatase. Mais il y a un coût énergétique. Et c'est comme la première réaction qu'on a vue tout à l'heure. La première réaction, on a vu qu'il fallait 2 ATP. Ça coûtait 2 ATP pour faire pyruvate PEP. Alors que normalement, en glycolyse, PEP pyruvate, ça forme un ATP. Et bien là, ça nous coûte 2 ATP. Donc, bon. Et bien là, regardez bien. En fait, le phosphate qu'on doit enlever, on ne va pas le récupérer sous forme d'ATP. On ne va pas faire phosphate plus ADP donne ATP. C'est interdit, ça ne marche pas. C'est en fait une hydrolyse, donc il y a une molécule d'eau qui arrive, qui coupe, et le phosphate est perdu. Mais on a bien récupéré le fructose 6-phosphate. D'accord? C'est simplement une phosphatase. C'est une étape ici, glycolyse dans ce sens-là et néoglucogénèse dans ce sens-là, qui est très importante au niveau du métabolisme. Et donc j'en profite pour vous en parler, très importante au niveau de la régulation. C'est pour ça qu'on vous a mis ici, en vert et en rouge, on vous a mis des inhibiteurs et des activateurs. Autrement dit, ça s'appelle des effecteurs. Ce sont des effecteurs allostériques, c'est-à-dire qu'ils vont réguler l'enzyme en se plaçant en un autre endroit que le site catalytique. Donc ils ne vont pas dans le site actif de l'enzyme, ils vont se mettre ailleurs sur l'enzyme et ils vont soit l'activer, donc faire en sorte qu'elle fonctionne mieux, soit au contraire l'inhiber. Si vous regardez le sens de la glycolyse, en fait on se rend compte que cette étape-là, qui est l'étape numéro 3 de la glycolyse, eh bien elle est activée par l'AMP. Mais l'AMP c'est quoi? Eh bien l'AMP c'est l'ATP qui a perdu 2 fois son phosphate. Autrement dit, l'AMP c'est la cellule a besoin d'énergie. Donc quand vous avez beaucoup d'AMP, ça veut dire que vous avez besoin d'énergie. Donc quand vous avez besoin d'énergie, eh bien on fait la glycolyse. Ok? Et puis regardez bien ici, c'est génial, vous avez le citrate. Le citrate, c'est l'acide citrique. C'est-à-dire c'est le cycle de l'acide citrique. C'est le cycle de Krebs. Vous vous rappelez? Acétyl-CoA plus oxaloacétate donne citrate.
ou acide citrique. Okay, donc autrement dit, qu'est-ce que nous dit cet inhibiteur? Parce que la glycolyse va être inhibée par le citrate. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la cellule est en train de dire à cette enzyme, hey, tu peux arrêter de faire la glycolyse parce qu'il y a déjà beaucoup d'acide citrique. Autrement dit, on est déjà arrivé au cycle de Krebs et il y en a beaucoup de citrate. Donc tu peux arrêter. Donc en fait, vous avez ce qu'on appelle une rétroaction, une rétro-inhibition de cette enzyme. Donc c'est assez génial. Et de même, il se passe l'inverse. C'est-à-dire au niveau de la néoglucogénèse, ce sont les effecteurs qui ont des rôles inverses. Pour le coup, le citrate, quand il y a trop de citrate, ça active la néoglucogénèse. Quand il y a trop d'AMP, bien évidemment que ça inhibe la néoglucogénèse puisqu'il faut faire de l'ATP. Ok? Donc ça, c'était la kinase, cette kinase-là, de l'étape 3. Il nous reste la kinase de l'étape 1. Alors, je ne vous l'ai pas décrit, hein, mais c'est exactement le même principe. C'est-à-dire on va avoir du glucose 6-phosphate et on veut obtenir du glucose. Donc, glucose 6-phosphate, glucose, c'est une molécule d'eau qui intervient. Donc, glucose 6-phosphate plus une molécule d'eau donne glucose plus phosphate inorganique. D'accord? Donc, je répète, glycolyse, 3 kinases, 3 étapes irréversibles. Néoglucogénèse, on fait tout à l'envers, sauf ces 3 étapes. Bon, ces 3 étapes, il y a ces 2 kinases-là de début de glycolyse qui sont très simples puisqu'on va utiliser une seule étape à chaque fois. C'est une phosphatase qui enlève le phosphate, mais on perd la liaison énergétique. Et puis, il y a cette fameuse grosse étape-là, étonnante, qui permet de passer du pyruvate au phosphoénol pyruvate, au PEP, et qui se fait avec un coût énergétique assez élevé. Un petit bilan très important de la néoglucogénèse. Comme on l'a vu, donc le passage du pyruvate au PEP consomme 2 ATP, premièrement. Ensuite, on l'a vu, on l'a dit, le passage du 3-phosphoglycérate au 1,3-diphosphoglycérate nécessite un ATP. Je vous le remets hein, pour vous remontrer, vous remettre les idées en place. Regardez bien ici. Donc on est en train de descendre puisqu'on fait la néoglucogénèse. On arrive au 3-phosphoglycérate. C'est une réaction réversible ici. Pour autant, c'est une kinase. Hein. J'ai parlé un petit peu trop vite tout à l'heure. Donc là, j'ai bien une kinase. C'est ça qui est assez amusant. Mais celle-ci, elle fonctionne, elle est réversible. Mais elle utilise un ATP. Donc il faut en tenir compte dans notre bilan de néoglucogénèse. Donc je reviens ici à mon bilan. Donc 2 ATP pour l'étape pyruvate PEP. Puis après, un ATP pour l'étape 3-phosphoglycérate, 1,3-diphosphoglycérate. On a donc 2 plus 1 égale 3 ATP qui permettent de faire entrer le pyruvate dans la néoglucogénèse. Okay, comme on l'a dit tout à l'heure, pour arriver à faire un glucose, c'est-à-dire un C6, en fait, il nous faut 2 molécules à 3 carbones, donc il faut doubler tout ça. Donc les 3 ATP sont à doubler. Donc pour faire un C6, il faut 6 ATP pour faire un glucose à partir du pyruvate. Donc ce que vous devez comprendre, c'est qu'au final, quand vous êtes à jeun et que vous voulez faire de la néoglucogénèse, donc du glucose à partir du pyruvate, ce pyruvate pourrait très bien venir des acides aminés de vos protéines, de vos muscles qui seraient mis à fond, par exemple, eh bien cela coûte plus d'énergie que la normale, que des réactions inverses. D'accord? Bon. C'est tout ce que je voulais vous dire à propos de la néoglucogénèse. Alors, on en a fini, ça y est, avec le cours sur le métabolisme des glucides. Et on en a complètement fini avec les glucides, biochimie structurale des glucides, biochimie métabolique des glucides, c'est fini, youpi. Glycolyse, pentose phosphate, néoglucogénèse, glycogénogénèse, glycogénolyse, beaucoup de choses. Tout ça, c'était le métabolisme des oses, des glucides. À présent, on va donc commencer en biochimie structurale le cours sur les lipides. Vous allez voir, c'est pas trop compliqué hein, finalement, les lipides. Et puis, on passera à la 3e voie métabolique, c'est-à-dire la voie métabolique qui s'appelle la bêta-oxydation. Ce sera la 3e voie à connaître par cœur. Enfin, il y aura un cours sur le métabolisme des acides aminés, des protéines. Très très intéressant, mais qui n'est pas à connaître par cœur pour le coup, qui est bien évidemment à connaître, hein, bien évidemment ça peut tomber à l'écrit aussi, mais pas dans le détail. Alors on va tout d'abord commencer, donc ce que je vous propose c'est de récupérer votre cours
Donc je vous ai préparé un cours, donc vous pourriez le récupérer. Vous récupérez votre cours sur les lipides. Alors, je vais juste le mettre correctement, pas que vous soyez gêné par la caméra. Je sais pas si ça va le faire. Oui, non. Vous criez si jamais il y a des... vous me dites. Ok, alors le cours sur les lipides, normalement je vous l'ai distribué, vous l'avez avec vous. Alors, je vais lire le cours avec vous, et puis surtout je vais le commenter, donc n'hésitez pas à prendre des notes en plus. Donc bien évidemment les lipides sont insolubles dans l'eau, ça tout le monde le sait. Ils sont quand même solubles dans ce qu'on appelle des solvants organiques, tels que le méthanol, CH3OH, le chloroforme ou l'acétone. Il y a bien évidemment, on en a parlé, les lipides de réserve, qu'on appelle aussi des huiles ou des graisses. Réserve dans les cellules végétales, ce sont eux qui permettent de faire des huiles. Chez les animaux, on parlera des graisses. Ce sont ce qu'on appelle les triacylglycérols, on va voir ça en détail, autrement appelés triglycérides. Et puis vous avez des lipides de structure, tels que des phospholipides ou des sphingolipides, qui permettent de former les doubles couches lipidiques, les membranes biologiques des cellules, que vous connaissez certainement déjà. Tous les lipides, en réalité, contiennent des lipides simples, un peu comme les glucides contiennent des glucides simples, et bien là, des lipides simples, ce sont les acides gras. Donc on va beaucoup parler des acides gras, et puis du métabolisme des acides gras. Et puis on pourra parler de lipides plus complexes, comme par exemple les sels biliaires. Vous allez voir ce que c'est que les sels biliaires. Ce sont des molécules qui vont permettre d'aider à la digestion des lipides. Quand vous mangez des lipides, comme ils sont insolubles dans l'eau, eh bien, il faut qu'ils soient accompagnés. Et ils sont accompagnés par des sels biliaires qui sont produits par la bile, par la vésicule biliaire qui libère la bile. Pardon. Donc on parlera un petit peu de digestion, et puis dans les lipides, on a aussi les hormones stéroïdes que vous connaissez, telles que la testostérone par exemple, la progestérone, etc. Et puis il y a aussi des vitamines liposolubles, les vitamines A, D, E, K, par exemple. Alors bien évidemment, on va commencer par parler au niveau structural des lipides simples, à savoir, nous allons parler donc des acides gras, ce qui nous permettra par la suite de faire le métabolisme des acides gras, qui est la voie qu'il faut connaître par cœur, qui s'appelle la bêta-oxydation. Alors, au niveau de la structure, c'est un peu comme les glucides, hein. Mais on va dire que c'est quand même plus simple, mais il va falloir les apprendre par cœur, ça, il n'y a pas de doute. Qu'est-ce qu'un acide gras? Ben déjà, un acide gras, c'est un acide, d'accord? C'est-à-dire que c'est une molécule qui contient un groupement COOH. Alors ici, là, vous avez plein d'acides gras qui sont représentés. Alors, ne faites pas comme vos camarades, les S2BC, là, les deuxième années, qui ont appris ces formules par cœur. D'ailleurs, je ne sais même pas s'ils les ont appris. Je ne sais pas s'ils les ont copiés ou quoi. Mais ils sont incapables, infoutus, de me mettre une liaison. Donc, bien évidemment, entre le méthyle, le CH3, et le CH2 qui est répété 10 fois, il y a une liaison. Et entre le CH2 qui est répété 10 fois et le CO-, il y a une liaison. D'accord? Ces groupements-là ne sont pas dans l'air en lévitation. Ils sont liés. Donc, ici, sur ce dessin, ils ne nous ont pas représenté les liaisons. Honte à eux. D'accord? Il faut faire les liaisons, bien évidemment. Donc, un acide gras, c'est un acide très long, molécule carbonée. Si vous regardez déjà ce premier acide gras qui s'appelle le laurate, qui n'est pas du tout le plus connu. Hein. Alors, pour commencer, vous allez stabiliser ou mettre un petit cœur à côté des acides gras à connaître obligatoirement par cœur. Il faut connaître obligatoirement par cœur le palmitate. Donc allez-y, un petit coup de stabilo. Le palmitate, il faut connaître par cœur le stéarate, l'oléate, le linoléate et le linolénate. Je répète, palmitate, stéarate, oléate, linoléate, linolénate. Et il faut aussi connaître, mais pas par cœur, l'arachidonate, qui provient de l'acide arachidonique, qu'on retrouve dans l'huile d'arachide. C'est juste par rapport au côté alimentaire que c'est intéressant de le connaître. Okay, mais le palmitate, ici, qui est à connaître par cœur, bien évidemment. Alors, je vous disais, c'est un acide, fonction carboxylique, mais qui est gras. Or, c'est quoi quelque chose de gras? Quelque chose de gras, en réalité, c'est quelque chose qui est hydrophobe, qui n'aime pas l'eau.
Et quelque chose qui est hydrophobe, généralement, c'est quelque chose qui est carboné et qui n'a pas beaucoup d'oxygène. Autrement dit, des CH2, 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 CH3, tout ça c'est très très gras. Et donc, les acides gras sont des longues chaînes, c'est ce qu'on vous dit, des chaînes hydrocarbonées, hydro c'est pour les hydrogènes, donc c'est des CH2, non ramifiées, c'est-à-dire que c'est des chaînes linéaires, donc des longs bâtons, CH3, CH2, ici vous avez 10 CH2, et à la fin, vous avez un groupe carboxyle, autrement dit, ici c'est un groupe carboxylate, si c'était carboxylique, ce serait COH, tout dépend du pH, d'accord? Donc je vous le donne en mille, hein. Si vous faites CH3, il y a combien de carbone dans un CH3? Il y en a 1. Puis vous faites CH2 10 fois, donc ça fait 10 plus 1, vous êtes à 11. Et vous rajoutez un groupement carboxylate, CO-, donc vous rajoutez un carbone, vous êtes à 11 plus 1, ça fait 12. Donc le laurate possède un nombre de carbone égal à 12, d'accord? Et puis, a-t-il des doubles liaisons? Ben non, il n'y a aucune double liaison qualifiée, donc 0. Position des doubles liaisons, bah, comme il n'y en a aucune, il n'y a pas besoin d'écrire une position. D'accord? Celui-ci n'est pas à connaître par cœur. Il y a le myristate, qui est un C14. Celui-ci, c'est un C12. Celui-ci, c'est 14. 14 carbone. Le palmitate, celui-là est à connaître par cœur. Vous devez à tout prix savoir par cœur que le palmitate est un C16, 16 carbone. Et regardez bien comment il s'écrit. Alors on pourrait très bien écrire CH3, CH2, 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 on pourrait très bien écrire ça, mais bon, on n'est pas aussi neuneux que ça. C'est-à-dire que le CH2, comme il est répété plein de fois, on le met entre parenthèses, on écrit 14. Mais cela ne vous interdit pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de mettre une liaison entre le CH3 et la parenthèse. De même, entre le CH2 14, vous faites une liaison vers le CO-. D'accord? Et faisons un calcul. CH3, 1 carbone. CH2 14 fois. Donc déjà CH2, 1 carbone, mais répété 14 fois. Donc ça fait 14 carbone plus 1, plus CH3, ça fait 15. Plus le carboxylate, ça fait 16. Bon, j'espère que vous avez compris la technique de calcul, qui n'est vraiment pas compliquée. Donc le palmitate, apprenez par cœur, c'est 16. Bon. Je ne vais pas vous demander d'apprendre par cœur le palmitoléate, même si c'est pas très compliqué. Par contre, le stéarate, vous devez le connaître par cœur. C'est le grand frère. Bon, même si c'est pas hyper grand, hein, ça va jusqu'à 24, vous voyez, bah, le grand frère du palmitate, c'est-à-dire c'est le C18. C16, 0, palmitate. C18, 0, le stéarate. Stéarate, on a donc rajouté 2 carbones, et bien on les rajoute au milieu. On passe de 14 à 16. Ça vous va? Et c'est là que ça se complique. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire que on va introduire une insaturation, c'est-à-dire une double liaison. Il y a le cousin du stéarate qui possède une insaturation. C'est quoi une insaturation? Eh bien, c'est le fait qu'on ait un C double liaison C. Alors, c'est très mal foutu là sur ce dessin, il va falloir vous-même que vous le corrigiez. C'est très très mal écrit. Et d'ailleurs, il y a un de mes étudiants justement qui me le disait que c'était mal écrit. Je m'en étais même pas rendu compte sur le coup. Bon. Comptons un petit peu les carbones qui sont représentés ici. On a un CH3, un carbone, puis 7 CH2. Ça fait 1 plus 7, 8. Reprenons à l'envers ici. 8 plus 1, le COH, ça fait 9. 9 et 7, ça fait 16. 7, 16 plus 1, celui-là on n'est pas encore compté, ça fait 17. Autrement dit, il y a une, on va être poli, il y a une espèce de noisette. D'accord? Il y a une noisette dans ce dessin qui est vraiment très très bien fait, je l'aime beaucoup. Hein. Mais ils ont complètement zappé un truc. Ils ont oublié de nous rajouter un carbone. Il nous manque un carbone. Donc s'il vous plaît, vous prenez un stylo, vous allez faire comme moi et on va corriger cette petite erreur. Alors si j'y arrive, ici, pif, on va prendre un stylo. On va prendre un stylo rouge. Ici. Et donc c'est ici, là, regardez, il manque un CH. Alors, je vais le grossir pour arriver à travailler correctement dessus. L'oléate, ici, vous rajoutez CH. J'aurais pu le faire en plus grand, ça aurait été mieux. Voilà. Ici, vous rajoutez donc CH.
c'est mal fait. Donc vous devez avoir liaison, CH, double liaison, CH, puis après liaison, CH2, 7 fois. D'accord? Et avant, il y avait bien évidemment un CH2 7 fois. D'accord? En fait, cette double liaison, donc cet alcène là qui est là, à tous les coups, ils ont oublié de le faire. Donc là aussi, là, il manque là. Il manque un CH. CH, double liaison, CH. Ok? Donc ça, c'est pas bon. Enfin, là, disons que... Je vous dis des bêtises encore un coup. Là, pour le coup, ils l'ont mis. Mais ils ont oublié de fermer la parenthèse et de faire une liaison. Et là, pareil. Parenthèse, liaison. Bon. Je suis désolé de vous présenter un document qui est à moitié super, à moitié nul. Mais disons que comme je l'ai sous les yeux, comme la bêtise elle est sous les yeux, eh bien, il est très important que on en parle et qu'on règle l'histoire. Ok? Donc l'oléate, ce que vous devez connaître par cœur, c'est que c'est le cousin du stéarate. C'est un C18, il a une insaturation. Et pas seulement, il a une insaturation, mais où se trouve l'insaturation? Eh bien l'insaturation, c'est-à-dire la position de la double liaison, elle démarre au carbone 9. Et c'est pas n'importe quel carbone, le carbone 9. En réalité, cette insaturation sur cette longue molécule, elle s'est faite au carbone 9 parce qu'il y a une enzyme qui attrape l'acide gras et qui est capable de faire une insaturation au carbone 9. Et elle ne peut pas faire plus haut ni plus bas. Comprenez bien que les enzymes qui font des insaturations le font à des endroits très précis. C'est pour ça qu'on retrouve très souvent le 9 en première insaturation. Il y a des acides gras qui ont deux insaturations, et dans ce cas-là, la deuxième démarre au carbone 12. Alors, ça veut dire quoi démarre? Ça veut dire que cette insaturation au carbone 9, elle concerne les carbones 9 et 10. Ça, c'est un truc que je ne vous ai pas dit, je vous le dis maintenant, donc écoutez bien. C'est quoi le carbone numéro 1 de cette longue molécule qui a 18 carbones? Eh bien, comme d'hab, pour ce qui est des molécules chimiques, la numérotation, en tout cas pour les molécules qui sont linéaires, la numérotation démarre toujours du groupement organique le plus élevé, de la fonction chimique organique la plus élevée. Et dans un acide gras, la fonction organique la plus haute, c'est l'acide. Donc autrement dit, le carbone 1, c'est la fonction acide. Alors on va compter. Vous allez compter avec moi. Ici, là, le COH, je vais zoomer. On va zoomer. On en était où? À l'oléate. Ici, là, le CO-, c'est le carbone 1. Carbone 1. Puis après, viennent 7 carbones. Ok? Donc, carbone 1, puis carbone 2, puis carbone 3, carbone 4, carbone 5, carbone 6, carbone 7, carbone 8. Donc, à la fin du 7e carbone, là-dedans, je suis au carbone 8. D'accord? Puis vient mon carbone de mon insaturation, celui que j'ai fait en rouge, qu'ils avaient oublié de faire. Eh bien, lui, c'est le carbone 9. Eh ben voilà, vous voyez, position de l'insaturation. Donc, l'insaturation démarre sur le carbone 9 et elle se termine sur le carbone 10. Donc, on ne s'amuse pas du tout à dire... Alors, attendez une petite alerte. Préparez les photocopies. Non, c'est pour demain. On ne s'amuse pas à dire que l'insaturation est sur le carbone 9,10, parce que bien évidemment qu'elle est sur le carbone X et X plus 1. Donc on dit qu'elle démarre au carbone 9. Okay? Donc, ici, carbone 1, les 7 carbones qui nous amènent le carbone 8, puis vient le carbone 9, le carbone 10. Puis viennent 7 autres carbones, ça nous amène jusqu'au carbone 17. Et enfin, le méthyle, c'est le carbone 18. On est bien sur un C18 qui possède une insaturation qui démarre à partir du carbone 9. Ok? L'oléate. Et alors, regardez bien le truc d'enfer. Cette autre molécule que je vous demande de connaître, elle contient le mot oléate. D'accord? Elle possède 2 insaturations. Et dans le mille, comme je vous ai dit que c'était des enzymes spéciales, il y a une enzyme qui met une insaturation sur le carbone 9, et bien il y en a une autre qui met une insaturation sur le carbone 12. Voilà. Et donc, on obtient le linoléate. Donc, moi je l'ai appris par cœur, moyen mémotechnique, oléate, linoléate,
puis après, linolénate. Donc c'est comme l'autre, le linolé, pareil, seulement c'est pas at, mais nat. Et quand vous passez à linolénate, eh bien vous êtes en 9, 12, 15. Donc là pareil, j'ai appris par cœur 9, 12, 15. Si j'apprends par cœur 9, 12, 15, je sais que j'ai l'oléate en 9, le linoléate en 9, 12 et le linolénate en 9, 12, 15. Par cœur. Je reprends. Palmitate, 9. C'est un C16. Non, pardon, je dis une bêtise. Palmitate, C16. Puis, stéarate, acide stéarique, C18. Celui qui a une insaturation, c'est l'oléate, C18, delta 9. Vous verrez tout à l'heure qu'on est obligé de dire delta. Delta veut dire qu'il a une insaturation en position 9. Donc, C18 delta 9, c'est l'oléate. C18 delta 9, 12, c'est l'acide linoléique, c'est-à-dire c'est le linoléate. C18 delta 9, 12, 15, c'est l'acide linolénique, c'est-à-dire le linolénate. Moi, à l'époque, quand j'étais étudiant en fac, linolénique, ça me faisait beaucoup rire, et c'est comme ça que je l'avais retenu par cœur, parce que à mon époque, on regardait des films avec Lino Ventura, cet acteur français, qui était quelqu'un d'assez costaud, qui cassait la figure à tout le monde, et de dire linolénique, ça voulait bien dire qu'il allait casser la figure à tout le monde. On ferme la parenthèse. Ok, donc voilà. J'espère que vous avez bien compris cette nomenclature qui est donc à connaître. L'acide arachidonique, autrement dit l'arachidonate, je ne vais pas du tout vous demander de le connaître exactement par cœur, c'est-à-dire 20, 4, 5, 8, 11, 14. C'est vraiment complètement dingue à retenir. Et puis en plus, il est vraiment très compliqué. Bon, d'autant plus qu'ils l'ont vraiment mal écrit, mais il est vraiment très compliqué. Celui-là, je ne vais pas vous demander de savoir par cœur ça. Par contre, vous devez savoir que l'acide arachidonique, c'est-à-dire l'arachidonate, c'est un C20 avec 4 insaturations. Mais c'est tout. Le reste du détail et le dessin, c'est non. Mais C20, 4 insaturations, ping, il doit y avoir une petite alarme dans votre tête qui vous dit ok, c'est l'acide arachidonique. Ok, on fait une petite pause. Donc voilà, je suis de retour, excusez-moi. Donc ça, on en a fini. C'était donc la structure des acides gras. Alors, comme je vous le disais, hein, quand ça finit par CO-, on parle du sel de l'acide, d'accord? Donc le nom va finir en ate, arachidonate, palmitate, etc., etc. D'accord? Sinon, quand ça finit par COH, c'est l'acide, on parlera de l'acide palmitique, par exemple. Ok? Donc les acides gras sont soit entièrement saturés, c'est-à-dire qu'il n'y a que des CH3, des CH2 et des COH, soit ils possèdent des insaturations, c'est-à-dire des doubles liaisons. On les numérote à partir du carboxyle, c'est ce que je vous ai dit. Le COO, c'est le carbone numéro 1. Et puis, on va dire où est la double liaison avec un delta. D'accord? Par exemple, c'est ce qu'on avait vu pour l'acide gras monoceinturé. Monoinsaturé commence toujours en C9, donc on le dira. L'insaturation, c'est CH double liaison CH, c'est carbone 9, carbone 10, et bien on l'écrira delta 9. D'accord? Et comme on l'a vu, effectivement, il y a les delta 9, il y a les delta 9, 12 et les delta 9, 12, 15. Et puis, on a parlé de l'acide arachidonique qui a 20 carbones et 4 insaturations, mais ça, vous n'avez pas besoin de le savoir. Il faut quand même savoir que l'acide arachidonique est précurseur d'hormones éicosanoïdes. Pardon. Autre chose, parlons des insaturations. Donc le stéarate, ici, c'est 18, qui est insaturé, qui possède une insaturation sur le carbone 9. Ce que vous devez comprendre au niveau structurel, et c'est très important, on le verra après au niveau des bicouches lipidiques, c'est que quand vous faites une insaturation, il y a une possibilité au niveau de la forme tridimensionnelle de la molécule, de former un angle. Et c'est ce qui se passe ici. Vous avez un angle qui est formé par l'insaturation. Tout dépend si
la molécule, si l'insaturation, ici, si l'alcène, est de configuration cis ou de configuration trans. Configuration cis, c'est quand vous avez les grands groupements qui sont du même côté. Donc, par exemple, cette molécule, ce qui ne vous est pas représenté en bas, c'est un hydrogène et un hydrogène. Donc, les hydrogènes, ce sont des petits groupes. Le reste de la molécule, c'est un grand groupe. Donc là, vous avez R, et là, vous avez R'. Et ce que vous voyez, c'est que R et R' sont du même côté gauche de l'insaturation. Alors que du côté droit, vous avez hydrogène et hydrogène. D'accord? S'ils sont du même côté, on les dit cis, C-I-S, ou Z. S'ils sont de côtés différents, par exemple un grand groupement d'un côté et un grand groupement de l'autre, on les dira trans. Eh bien, quand vous avez des acides gras en configuration 6, il se trouve que l'acide gras va avoir une cassure. Et c'est hyper important, ces notions de cassure et d'acide gras insaturé de configuration 6. Pourquoi? Alors, j'en profite, j'ai un petit peu plus loin. Ici, vous avez une bicouche lipidique. Alors, vous connaissez ce terme, j'en suis sûr, vous avez vu ça en biologie cellulaire et moléculaire. Les membranes biologiques, les membranes des cellules, sont des bicouches lipidiques qui contiennent des phospholipides. Okay. Ces phospholipides, on verra tout à l'heure, sont des lipides complexes. Donc là, vous avez un phospholipide qui contient une tête et deux queues. Une tête, deux queues. Ça s'appelle un phospholipide. En réalité, on verra de quoi est constituée la tête, mais sachez tout de suite que les fameux bras, là, les deux queues qui sont là, sont rien d'autre que des acides gras. C'est-à-dire ceux dont on est en train de parler depuis tout à l'heure. Mais comme vous le voyez sur ce dessin, ces acides gras sont linéaires et sont parallèles. Pourquoi? Parce qu'ils ne possèdent pas d'insaturation. Ce sont des acides gras saturés. Et par ailleurs, puisqu'ils sont les uns à côté des autres totalement linéaires, ce qui se passe, c'est qu'ils sont très très proches. Chaque bras est très proche de l'autre. Donc ils font des liaisons hydrophobes. Et des liaisons hydrophobes, ça contribue à consolider la membrane. D'accord? À la rendre moins fluide. C'est pour ça qu'ici, il y a écrit membrane visqueuse, et là, vous avez une membrane fluide. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Eh bien là, vous avez des acides gras insaturés. Autrement dit, il y a un angle. Et ce que vous devez comprendre, c'est que s'il y a un angle, ça veut dire qu'il y a un espace, des espaces qui sont trop grands pour faire des liaisons hydrophobes. Donc, il y a moins de liaisons hydrophobes, c'est beaucoup plus léger. D'accord? Les phospholipides peuvent plus librement se balader, et vous avez une membrane qui est plus fluide. Alors ça sert à quoi d'avoir des bicouches lipidiques plus fluides? C'est très important, parce que en fait, en réalité, toutes les protéines qui sont transmembranaires, des enzymes, ou alors des protéines de la communication cellulaire, eh bien ces enzymes sont comme des bateaux sur des océans de bicouches lipidiques. Donc les enzymes sont les bateaux, transmembranaires sont les bateaux, qui circulent sur une mer de lipides. Si cette mer elle est fluide, autrement dit si elle contient des acides gras insaturés, le bateau va pouvoir se mouvoir, se déplacer très librement, très rapidement. Très très bonne communication cellulaire. A l'inverse, si vous mangez trop d'acides gras saturés, et non plus des acides gras de temps à autre insaturés, et bien à ce moment-là, vos bicouches lipidiques vont être quasiment gélifiées. C'est comme si votre bateau était pris dans une mer glacée, une mer au pôle Nord. Et donc le bateau, la protéine, l'enzyme transmembranaire est immobilisé. Vous voyez le truc? Donc c'est très important cette fluidité des bicouches lipidiques et notamment des insaturations des acides gras. Sachez aussi que ce que l'on appelle le bon cholestérol, c'est une molécule de cholestérol, c'est un lipide, le cholestérol, qui vient s'insérer entre les phospholipides et qui lui aussi augmente la fluidité des membranes. Donc le cholestérol, le bon cholestérol, augmente la fluidité des membranes. Okay. Puisqu'on est dans l'alimentation, on peut parler là tout de suite, on peut revenir un petit peu sur ce paragraphe précédent, la notion d'acides gras oméga 3 et oméga 6. Alors, vous en avez déjà entendu parler, j'en suis sûr, des oméga 3 et des oméga 6. Ce sont les bons acides gras. Il y a les acides aminés essentiels. Peut-être que vous avez déjà entendu parler des acides aminés essentiels. C'est des acides aminés qu'on ne retrouve pas forcément, qu'on ne sait pas synthétiser soi-même. Il y a les vitamines, d'un autre côté, qu'on ne sait pas synthétiser soi-même, qu'il faut retrouver dans l'alimentation. Et bien c'est pareil, pour les oméga 3 et les oméga 6, ce sont des acides gras qu'on ne sait pas synthétiser nous-mêmes,
dont on est dépendant, qui nous sont utiles et qu'on retrouve dans l'alimentation. Autrement dit, ils nous sont apportés par les végétaux notamment. Les oméga 3 et les oméga 6, on en voit souvent la publicité sur les étiquettes des aliments, huile riche en oméga 3, huile riche en oméga 6, etc. Alors c'est quoi? Le 3, là, en réalité, c'est une position d'un carbone. Alors on pourrait se dire, ah ben monsieur, vous nous avez dit que le carbone numéro 1, c'était la fonction carboxylique. Donc ça c'est le 1, le 2 et le 3. Ben non, pas du tout. En fait, si vous regardez bien, le 3, c'est le 1, le CH3, CH2, et puis CH double-liaison. Donc en fait, quand on est en oméga, mais pas quand on est en delta, je vous rappelle que delta 9, delta 9,12, delta 9,12,15, c'était les positions des insaturations au démarrage du carbone 1. Et bien quand vous êtes en nomenclature oméga, en fait, on démarre du CH3. Là, il y a un CH3, c'est le carbone 1. Puis vient un CH2, puis vient une insaturation. Donc ça, c'est un acide gras oméga 3, oméga 6, 7 et oméga 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 6, 9. Oméga 3, oméga 6, oméga 9. D'accord? Il fait partie de la famille des oméga 3. Ok? Et vous aurez remarqué, je l'espère, que ce n'est rien d'autre que l'acide linolénique dont on a déjà parlé, c'est-à-dire c'est le delta 9,12,15. Donc en fait, le delta 9,12,15 dont je vous ai parlé, eh bien c'est un acide gras de la famille des oméga 3, donc un acide gras essentiel. Et puis, on a parlé de l'acide linoléique, c'est-à-dire le delta 9,12. Eh bien en fait, le delta 9,12, c'est un oméga 6. Et puis, on a parlé du C20, l'acide arachidonique, eh bien lui aussi, c'est un oméga 6. Donc voilà ce que signifie structuralement, au niveau de la biochimie structurale, on fait le lien avec la STBI et l'alimentation, ce que signifient les oméga 3, les oméga 6, les lipides riches en oméga 3 et oméga 6. Okay, voilà tout ce qu'on va dire au niveau structural. Au niveau physique, je vous ai déjà parlé de la fluidité des membranes des bicouches lipidiques qui sont dues aux insaturations. Donc ça c'est fait. On va revenir aux notions de solubilité. Donc je vous ai dit qu'ils n'étaient pas hydrosolubles, ils ne sont pas solubles dans l'eau. Ils sont solubles dans le méthanol, pardon. Ils sont solubles dans le méthanol, mais ils sont aussi solubles, plus ou moins, dans la soude. Et puis dans quelque chose qui ressemble à la soude c'est NaOH, la potasse alcoolique, c'est-à-dire KOH. Et puis l'hydroxyde de sodium, avec lesquels ils forment des savons. Notion très importante. Alors peut-être que vous l'avez vu en TP, peut-être que vous ne l'avez pas vu en TP, donc écoutez bien si vous ne l'avez pas vu en TP. Donc ça c'est un acide gras. Donc R, CH2N fois COH, c'est la formule générale d'un acide gras. Le R ça pourrait être un CH3, par exemple, CH2N fois puis COH. Donc ça c'est mon acide gras. Et quand je lui rajoute soit de la soude, soit de la potasse, autrement dit quand je lui rajoute un OH, eh bien ce qui se passe, c'est que, alors il manque un truc là, vous allez le rajouter, je vais le rajouter, vous le rajoutez aussi s'il vous plaît, c'est pas normal que ça manque, ici, plus H2O bien sûr. Donc en fait ce qui se passe c'est que ce groupement hydroxyle, ce OH-, va prendre l'hydrogène qui est là. OH plus H forme une molécule d'eau et vous récupérez le sel de l'acide gras, le CO- si c'est la soude, le sel de sodium. D'accord? Et ça, ce n'est rien d'autre, ce sel qui est là, n'est rien d'autre que le savon. Donc là, vous avez une manière de faire du savon. C'est comme ça que sont faits les savons. Donc c'est une réaction très importante. Acide gras plus potasse alcoolique ou soude permet de faire du savon. Autre réaction chimique importante qu'il faut connaître, les acides gras insaturés peuvent subir des réactions d'addition. Donc ça aussi c'est très important. Des réactions d'hydrogénation, donc vous pouvez rajouter ici le mot hydrogénation. Et donc l'insaturation, le C-double-liaison-C, donc l'alcène, perd son insaturation. Il y a deux hydrogènes qui viennent se mettre en place. Et là on obtient un acide gras saturé, mais de manière artificielle. C'est-à-dire que ce n'est pas l'acide gras saturé naturel,
c'est un acide gras saturé par hydrogénation de manière industrielle. Et ça, c'est très néfaste. C'est ce qu'on appelle c'est des acides gras qui sont formés notamment, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus bas, lorsqu'on fait de la friture. Et ça génère des produits très toxiques pour le corps humain. Donc l'hydrogénation, retenez. Peuvent subir des réactions donc d'hydrogénation par addition, ou alors ils peuvent aussi être additionnés de d'iode, ici, le diode, I2, qui peut se fixer ici sur l'insaturation. Et ça, c'est très important pour mesurer ce qu'on appelle l'indice d'iode en travaux pratiques. Peut-être que vous l'avez fait en TP, peut-être que vous ne l'avez pas fait. Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave. Sachez juste une chose que vous devez connaître, c'est que on va mettre un excès de diode, pour faire simple. On met un excès de diode connu, et que à chaque fois qu'il y a une insaturation, eh bien, ça va manger du diode. Et après, on va mesurer ce qui reste de diode. Et la différence, eh bien, ce sera le nombre d'insaturations. Donc, si on veut connaître le nombre d'insaturations d'un acide gras, eh bien, on fait un dosage au diode. Je vous l'ai fait vraiment très schématisé. Okay. Et puis, il y a des réactions d'oxydation. Donc, ça, c'est très important, encore une fois, en STBI. Quand vous avez des acides gras insaturés, je vous rappelle que les oméga 3, les oméga 6, qui sont ces acides gras essentiels pour notre corps, sont des acides gras insaturés, d'accord ? Eh bien, ils peuvent subir une oxydation. C'est-à-dire que si vous laissez un poisson sur la table toute la journée, si vous laissez une mayonnaise toute la journée sur la table, si vous laissez une huile à l'air libre, eh bien, l'oxygène va oxyder cette insaturation. Et il va y avoir fixation sur l'alcène de 2 groupements hydroxyles. Ça, c'est une oxydation douce, mais il peut aussi y avoir des oxydations brutales, c'est-à-dire que l'insaturation, pour le coup, est coupée. Ici, là, il y a R et R', et ça génère un acide R et un acide carboxylique R'. Donc, autrement dit, on a coupé, et les CH ici sont devenus des acides carboxyliques. Ça, c'est typique, donc c'est à connaître, vous pouvez mettre un petit cœur. C'est ça, l'oxydation brutale, c'est le rancissement des matières grasses. Et c'est une des étapes, une des voies des altérations des aliments. Donc, une des voies des altérations des aliments gras, donc les produits gras, le beurre, les huiles, mais aussi les autres aliments qui contiennent beaucoup de matières grasses comme les poissons, eh bien, peuvent subir le rancissement. Le rancissement, c'est une oxydation, dégradation des molécules. Ça va dégrader les saveurs, les odeurs, mais aussi les textures. Okay. Neutralisation des acides gras. Bon, je vous le lis, mais vous n'avez pas besoin de retenir. L'équation de la réaction de neutralisation de l'acide palmitique, donc c'est l'acide gras, par la soude. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Un acide gras plus de la soude donne un savon. Donnez le nom et les propriétés du produit obtenu. Donc, comme vous êtes avec de la soude NaOH, vous obtenez, et c'était l'acide palmitique, vous obtenez le palmitate de sodium. Et c'est quoi? Eh bien, c'est un savon. Quelles sont les propriétés du produit, c'est-à-dire du savon obtenu? Eh bien, c'est des propriétés lavantes, mouillantes, moussantes, émulsionnantes. Vous savez bien que le savon, on peut le faire mousser. Donc, ça permet de laver, ça permet de faire mousser. Voilà, ça, c'est des propriétés à connaître des molécules, en tout cas des savons. C'est ce qu'on appelle des propriétés détersives. Comme des détergents, c'est-à-dire ça va nettoyer, ça emporte les graisses, c'est-à-dire les saletés, ça les emporte, ça les emballe, et ça permet de les enlever, les mettre ailleurs. Donc c'est une propriété détersive. Alors ce dont je vous parlais tout à l'heure, je vous parlais des hydrogénations des acides gras insaturés. Autrement dit, quand vous rajoutez des hydrogènes, c'est rien d'autre que de faire une réduction. Et là, on va faire un petit aparté avec la STBI, on va parler des acides gras industriels. Alors justement, ce qu'on appelle l'hydrogénation des acides gras, mais industriels, des acides gras polyinsaturés, les oméga 6 et les oméga 9, des huiles végétales. Cela va donner ce qu'on appelle des acides gras trans-industriels, d'où le nom de AGTI. Donc retenez bien ce terme, mettez un petit cœur, là, les AGTI, acides gras trans-industriels. D'accord ? Et ces derniers, en fait, sont très utilisés dans l'industrie agroalimentaire, mais vraiment au niveau des préparations industrielles.
Ils vont servir d'agent de texture. Donc on prend en fait des huiles. Et puis de manière industrielle, on va rajouter du dihydrogène. Donc c'est vraiment très très simple, hein. On va rajouter sur ces acides gras essentiels de l'hydrogène. On va faire des acides gras trans, on va appeler trans industriels. On va donc les rendre saturés et ils vont jouer un rôle. Ils vont permettre de rendre moins visqueux les lipides, donc moins fluides pardon, les lipides, donc ils vont jouer un rôle de texture. Ils vont aussi jouer un rôle de conservateur. Le problème, le très gros problème, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en réalité, à la longue, quand on mange beaucoup de produits industriels tels que des pains, sandwichs, des viennoiseries, des pizzas, des gâteaux, tous ces produits industriels, en fait, conduisent à l'augmentation des risques cardiovasculaires. D'accord? Donc c'est vrai que ça a été beaucoup développé dans la production alimentaire industrielle, mais en réalité c'est très nocif. Alors on vous dit, écrire l'équation de la réaction de réduction, c'est-à-dire une hydrogénation, quand vous réduisez, vous apportez des électrons, mais aussi des hydrogènes, de l'acide linoléique, je vous rappelle, hein, c'est l'oléate avec une insaturation, donc c'est le delta 9, donc vous allez hydrogéner. Donc ici, on vous a représenté, alors là aussi le gars qui avait ça, il l'a mal fait, il était mal inspiré, on va dire. Non, en fait celle-là, elle est plutôt bonne. Donc là, on vous a représenté l'acide linoléique, linoléate, oui c'est ça. Et alors attendez, je vous dis une bêtise, il faut que je vérifie. Avant de vous dire plus de bêtises. Bah oui, alors pourquoi j'ai fait ça comme ça? Oui, apparemment je l'ai plutôt fait sur l'acide linolénique. Tac, tac. Ouais, donc là aussi il y a une bêtise sur ce dessin, sur cette correction qui est là. Donc vous essayerez de la faire vous-même, d'accord? Si on utilise l'acide linoléique, et qu'on le réduit, il ne faut pas 4 hydrogènes, 4 électrons, puisqu'il y a une seule insaturation, il faut 2 hydrogènes et 2 électrons, d'accord? Et bien sûr, ce qu'on obtient, c'est l'acide stéarique, puisqu'on l'aura rendu totalement saturé, donner le nom du produit obtenu, donc l'acide stéarique, indiquer dans quel but cette réaction est utilisée dans l'industrie. Eh bien, un des buts de la solidification des produits gras, le fait de les rendre moins fluides, c'est par exemple de faire des margarines. Donc les margarines, c'est ça en fait, c'est des huiles qui ont été plus ou moins gélifiées. Ce sont les margarines. Ok? Je regarde le temps, il nous reste 3 quarts d'heure. Ça, c'était les lipides simples, c'était les acides gras. On a fini avec les acides gras. On va pouvoir parler de la bêta-oxydation des acides gras, c'est-à-dire le métabolisme. Mais d'abord, on va terminer ce cours de biochimie structurale avec les lipides complexes. C'est à votre programme aussi. On ne va pas avoir beaucoup de lipides complexes, bien heureusement, mais quelques-uns. Le plus simple, pour commencer, les triglycérides. Les triglycérides, en fait, sont ces lipides de réserve des animaux. Ce sont nos graisses que l'on place, que l'on dispose au niveau de nos tissus adipeux. Alors on verra tout à l'heure au niveau cellulaire à quoi ressemble le tissu adipeux. Ce sont des cellules en fait qui sont remplies de vésicules qui contiennent des triglycérides. D'accord? Ce sont des gouttelettes de triglycérides énormes qui prennent quasiment tout le cytoplasme. Et l'ensemble de ces cellules, qu'on appelle des adipocytes, forment le tissu adipeux. Mais parlons du triglycéride. Alors j'espère que vous le reconnaissez, lui là, ces bâtons noirs et blancs, là, grisés, ce ne sont rien d'autre que des acides gras. Donc ça y est, on a quasiment tout fait, quoi. Et alors c'est quoi cette partie-là? Eh bien cette partie-là, avec du rouge, là, ici, ce n'est rien d'autre que le glycérol. Et un triglycéride, c'est quoi? Eh bien c'est un glycérol avec 3 fonctions alcool. Alors, je vous en ai parlé tout à l'heure, là, quand on parlait du métabolisme des glucides, on a parlé un petit peu du glycérol, et puis on a parlé du glycéraldéhyde, et puis on a parlé du dihydroxyacétone phosphate. Tout ça, c'est des molécules dérivées du glycérol. Hein. Le glycérol, vous devez connaître par cœur. C'est un trialcool. 3 carbones, CH2OH, alcool primaire, CHOH, alcool secondaire, CH2OH, alcool primaire. C'est
c'est un trialcool. Vraiment très très simple comme molécule. Et puisque il contient une fonction alcool, il en contient 3, il peut donc être estérifié. Alcool plus acide donne ester. Donc il va être 3 fois estérifié. Et quel type d'acide on va lui mettre? Je vous le donne dans le mille. On va lui mettre un acide gras. Donc à chaque groupement OH, il y en a un là, il y en a un autre là qui est derrière, et puis il y en a un autre là. À chaque groupement OH, en fait, on va faire un ester, c'est-à-dire qu'on va rajouter un acide gras. Et ça va donner un triester qu'on appelle un triglycéride. Glycéride contient le mot glycère, c'est-à-dire glycérol. On appelle aussi cela des triacylglycérols. Dans triacylglycérol, il y a tri, 3. Acyl, en fait, ACYL veut dire longue chaîne carbonée, donc triacyl, 3 longues chaînes carbonées associées au glycérol. Ce sont les triglycérides. D'accord? Ce sont nos graisses. Ce sont donc des esters de glycérol et d'acide gras. Okay? Et bien évidemment, on peut former des triglycérides, mais on peut aussi former des diglycérides, c'est-à-dire un glycérol estérifié que 2 fois, ou des monoglycérides. On en reparlera quand on fera le métabolisme. Cette molécule-là, je vais vous zoomer un petit peu. Vous voyez, elle a une nomenclature très spécifique. C'est un triacylglycérol, alors on pourrait l'appeler comme ça, mais c'est pas assez précis. En réalité, c'est là que ça vous explique que vous devez connaître les noms des molécules, hein, des acides gras. C'est le 1-stéaryl, 2-linoléyl, 3-palmitylglycérol. Sous-entendu, je vous dis ça comme ça, hein, on pourrait très bien vous demander en épreuve écrite, bon expliquer de quoi est formé le 1-stéaryl, 2-linoléyl, 3-palmitylglycérol et dessinez-la. Si vous devez la dessiner, eh bien ça veut dire que l'acide stéarique, vous devez le connaître. D'accord? Le stéarique, c'est un C18 avec aucune insaturation. Le linoléyl, c'est le fameux C18, ici le linoléyl, mais avec deux insaturations. Et le palmityl, c'est le fameux C16. Okay? Et tout ça est associé au glycérol. Alors vous allez dire, monsieur, on ne voit pas le glycérol. Ben, regardez le glycérol, CH2O, donc ça c'est le carbone 1 du glycérol, le CH2, le CHO, carbone 2, et le CH2O, le carbone 3. Tout ça c'est mon glycérol qui est triplement estérifié. Ok? Donc voilà pour ce qui est de la structure des glycérides. Continuons. Donc comme je vous le disais, effectivement, les lipides ne sont pas hydrosolubles, ils sont liposolubles. Autrement dit, il y a un petit problème, c'est comment font les lipides qui viennent de notre alimentation, une fois qu'ils ont été découpés un petit peu dans le système digestif, comment font-ils pour être véhiculés, ces lipides, dans le sang? En fait, ils n'ont pas le droit. Hein. Ils ne se baladent pas tout seuls, les lipides dans le sang. En fait, ils se baladent dans ce qu'on appelle des lipoprotéines. Le nom est assez simple. En fait, un lipoprotéine, c'est une espèce de vaisseau spatial, c'est une vésicule lipidique. Et elle est constituée de quoi? Eh bien, elle est constituée de phospholipides, un peu comme une bicouche lipidique. Hein. À ce moment-là, il y a une monocouche, donc vous avez des phospholipides. Dans cette mer de phospholipides, vous avez des protéines, ici en violet, qu'on appelle des apolipoprotéines. Elles sont assez importantes. Vous avez au niveau de la membrane du cholestérol aussi. Et à l'intérieur, dans le creux, vous avez une tonne de lipides. Et parmi ces lipides, vous avez des cholestérols, vous avez des triglycérides, vous avez plein de types de lipides. D'accord? Et cette grosse vésicule se balade dans le sang. Et de temps à autre, eh bien, elle sort du vaisseau sanguin et elle est prise en charge par une cellule. Alors pourquoi elle est prise en charge par une cellule? C'est une cellule qui a besoin de lipides. Eh bien tout simplement parce que les apolipoprotéines ont un rôle qui est un rôle d'étiquetage. C'est-à-dire que vous avez des apolipoprotéines qui vont vers le foie, et il y a d'autres apolipoprotéines qui vont vers d'autres organes. Voilà ce que ça veut dire. Donc on a différents types d'apolipoprotéines. On a les VLDL, les HDL, bon, etc. Vous n'avez pas besoin de connaître tout ça par cœur pour l'instant. Et puis, ce dont je vous ai parlé, donc voilà, je vous avais dit que je montrerai un dessin, le voici, les adipocytes. Les adipocytes, c'est une cellule normale, c'est-à-dire elle a un noyau, elle a des mitochondries, mais vous voyez que son cytoplasme est complètement envahi par des vacuoles, alors c'est pas des vacuoles, des vésicules, pardon, c'est-à-dire des compartiments internes
qui contiennent à l'intérieur complètement en fait que des lipides, des triglycérides notamment. C'est donc des cellules de réserve de lipides. Et c'est eux qui vont, l'ensemble de ces cellules qui vont constituer, donc, alors là vous avez c'est sympa, vous avez une échelle de micromètres, ils vont constituer donc nos réserves de lipides, c'est-à-dire notre tissu adipeux. Et puis, pour finir, il nous faut parler des phospholipides. Alors c'est quoi un phospholipide? On a déjà dit, hein, les phospholipides, ce n'est rien d'autre qu'une tête polaire avec deux bras. Alors, la tête polaire, on a dit qu'on allait la décrire, et les deux bras, on a dit que c'était des acides gras. Ok? Alors, j'aimerais vous en présenter un de manière simple. Voilà. Ici, vous avez un phospholipide. Alors là, c'est la bicouche lipidique. Alors, c'est une représentation numérique. Alors, la partie rouge qui est là-haut, en fait, ce sont des molécules d'eau. C'est parce qu'il y a beaucoup d'oxygène. Les oxygènes sont dessinés en rouge. Donc, molécules d'eau, oxygène rouge, hydrogène bleu. Donc, rouge-bleu là-haut, là, c'est l'eau. Rouge-bleu en bas, c'est l'eau. Et le truc qui est jaune ici, ce sont les carbones hydrogénés. C'est jaune. D'accord? Ici, c'est jaune. Et puis ici, vous avez les têtes polaires des phospholipides. Donc, autrement dit, ici, c'est une bicouche lipidique avec en haut et en dessous de la molécule d'eau qui n'a pas le droit de passer. Parce que les lipides sont des isolants, donc ils ne laissent pas passer aisément. On a une échelle ici très intéressante, 6 nanomètres pour la bicouche lipidique. Et là, on vous l'a décrit, le phospholipide. Donc vous le reconnaissez, je l'espère. Je vais zoomer un petit peu. Ici, vous avez un acide gras ici qui est saturé. Et là, vous avez un acide gras qui est insaturé, qui est 6, vous voyez qu'il est du même côté. Ici, on a le groupement COH, ici, on a le groupement COH. Et puis ici, on a quoi? On a un CH2O, puis après un CHO, puis après un CH2O. Autrement dit, là, c'est le glycérol. On vous écrit glycérol. Donc c'est ça un phospholipide. En fait, c'est un glycérol qui possède deux acides gras. Autrement dit, c'est un diglycéride. Et puis la tête polaire, le gros truc qui est polaire, eh bien, c'est d'autres choses qui sont hydrophiles, c'est-à-dire qui aiment être au contact de l'eau. Autrement dit, ici, vous avez un résidu phosphate qui contient beaucoup d'oxygène, donc ça aime bien l'eau. Et puis, généralement, il y a associé au phosphate une autre molécule. Donc, par liaison ester, il y a encore une autre molécule qui, elle aussi, est polaire. Et là, par exemple, on vous a mis une choline, cette molécule qu'on appelle la choline, et ce phospholipide s'appelle le phosphatidylcholine. Ok? Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail du reste. Il y a des lipides complexes, on appelle des sphingolipides. Vous pouvez le lire si vous voulez, mais pas besoin de le retenir non plus. On va parler brièvement des stérols et des stéroïdes. Alors, comment sont-ils structurés? Alors, ils font partie de la famille des lipides, et bien sûr, parmi les stérols, le plus connu, c'est le cholestérol. D'accord? Mais ce que vous devez savoir, c'est que en réalité, le cholestérol est à la base de toute une famille de molécules, et cette famille de molécules n'est rien d'autre. Alors, ici, là, vous avez justement représenté la molécule de cholestérol. Cholestérol finit par ol, donc il y a un groupement OH, c'est un alcool. Donc ici, c'est une molécule de cholestérol. Et ce que l'on voit, c'est que ce cholestérol, c'est une grosse chaîne carbonée avec des hydrogènes sous forme de cycles associés les uns aux autres. Donc il y a un cycle A, un cycle B, un cycle C et un cycle D qui n'est pas exactement le même cycle. D'accord? Vous pourriez savoir le dessiner, mais on ne va pas vous demander de le dessiner. D'accord? Alors ça, c'est pas exactement le cholestérol, c'est une molécule qui lui ressemble, mais ce n'est pas le cholestérol. Non, le cholestérol, le voici. Donc le cholestérol, c'est un des lipides. Donc comme je vous l'ai dit, il est très important parce qu'il va permettre d'offrir, alors il va s'insérer à la place d'un phospholipide et il va offrir, comme vous voyez, il est assez apolaire. Hein. Tout ça, c'est apolaire. La seule partie polaire, c'est le groupement OH. Donc il joue quasiment un rôle de phospholipide, mais il est tellement difficile de faire des liaisons hydrophobes avec le cholestérol que finalement il va fluidifier les membranes. Et ce cholestérol, ce que vous devez savoir, donc déjà il a 27 carbones, c'est très gras. Ce cholestérol, il est à l'origine, donc c'est la molécule de base. Donc c'est pour ça que
le cholestérol est important pour la vie. Il y a le bon cholestérol et le mauvais cholestérol. Le cholestérol est à la base de la synthèse des sels biliaires. Je vous en ai parlé, les sels biliaires, c'est ce qui est contenu dans la bile, qui est synthétisé par la vésicule biliaire à côté de l'estomac et du pancréas, et qui permet justement d'aider à la digestion des lipides. Donc le cholestérol permet la synthèse des sels biliaires, le cholestérol permet la synthèse de la vitamine D, et le cholestérol est aussi à la base de la biosynthèse des hormones stéroïdes, autrement dit les hormones notamment sexuelles, la progestérone, la testostérone, les œstrogènes. Donc regardez un petit peu ce tableau de cette photo de famille, on va dire, vous avez le cholestérol. Et bien voici toutes les molécules que le cholestérol peut être à la base grâce à des enzymes. Donc bien évidemment, le cholestérol permet de faire des sels biliaires comme l'acide cholique, l'acide désoxycholique ou l'acide kénodésoxycholique. Tout ça, c'est des sels biliaires qui vont venir attraper les lipides, les englober, les permettre d'être véhiculés vers les lipoprotéines. Et puis, vous avez d'autres stérols très connus, comme les œstradiols et progestérone, et la testostérone, qui sont des hormones sexuelles, ou encore d'autres molécules connues, le cortisol et l'aldostérone, qui interviennent, eux, au niveau des glandes surrénales. Donc c'est encore un autre métabolisme. Alors, là, vous avez un dessin. Ça vous explique un petit peu, justement, comment les lipoprotéines se déplacent. Je vous rappelle que les lipoprotéines sont les vaisseaux spatiaux, entre guillemets, des lipides. Donc, comment est-ce que les lipides se déplacent dans l'organisme, comment ils passent dans le foie, aux vaisseaux sanguins, aux intestins, comment ils sont amenés vers les adipocytes. Alors, je vous rappelle que s'ils sont déplacés vers les adipocytes, c'est que justement, ils vont permettre de stocker des lipides, d'accord. Alors que s'ils sont déplacés dans le foie, c'est qu'au contraire, ils vont permettre soit de faire du cholestérol, soit de faire de la bêta-oxydation. Donc tout ce transport de lipides via les lipoprotéines est très important, mais ce n'est pas exactement à votre programme. Tout ça on passe, voilà. Une bicouche lipidique, on a déjà vu. Et cette dernière feuille, ici, donc je ne vais pas la lire avec vous, mais j'aimerais que vous, par contre, vous la lisiez. C'est en rapport avec les TP. Donc moi, je ne vais pas vous la décrire, je vous demande de le lire. C'est comment est-ce qu'on extrait les lipides, donc à partir d'une matière, ça peut être un tissu ou autre. Comment est-ce qu'un tissu organique, comment est-ce qu'on récupère, comment on extrait les lipides. Alors, ils ne sont pas hydrosolubles, donc on les extrait avec des solvants, premièrement. Et puis, deuxièmement, comment on les fractionne. Donc, étant donné qu'il y a différents types de lipides, en fait, il faut savoir qu'il y a différents... on va pouvoir obtenir différentes fractions en fonction des solvants qu'on utilise. Il y a des lipides qui sont dits acétonosolubles, donc on va utiliser l'acétone, et certains lipides vont aller dans l'acétone. Ce sont les glycérides, les stérides, les sérides, les acides gras, les alcools gras, d'accord. Eux, ils sont acétonosolubles. Et puis, il y a d'autres lipides plus complexes, comme les lécithines, qui, eux, seront solubles dans l'éther et dans l'éthanol, donc ils iront plutôt dans cette fraction, d'accord. Et puis, il y a, parmi les non-acétonosolubles, il y a ceux qui sont insolubles dans l'éther, comme les sphingomylines, les sérobrosines. Et puis, bien évidemment, on peut faire de l'analyse plus fine des lipides, un fractionnement, mais aussi une étude pour essayer de les identifier par HPLC notamment. En phase stationnaire réverse, c'est-à-dire que bien évidemment, comme c'est gras, il ne faut pas utiliser les mêmes phases stationnaires classiques, donc on parlera de phase stationnaire réverse. Okay, donc ça, je vous propose bien évidemment de le lire, mais moi je ne veux pas le lire avec vous. Il nous reste une petite demi-heure, j'en ai fini, mais vraiment fini, avec le cours de biochimie structurale sur les lipides. À présent, il nous faut passer au cours sur le métabolisme des acides gras. Alors, je vous ai remis ici quelque chose d'indispensable, hein, mais on vient juste de le voir, c'est-à-dire la structure des acides gras. Donc, bien évidemment, il faut la connaître. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire du métabolisme des acides gras si vous ne connaissez pas à quoi ressemble un acide gras. Okay. Et puis, je vous ai remis ici, alors là, c'est tout petit, donc on ne voit pas trop, mais sur vous, votre support de cours, vous l'avez en plus gros. En fait, c'est le tissu adipeux.
là où se trouvent les triglycérides. Les triglycérides vont subir la lipolyse. On en a déjà parlé tout à l'heure, hein, quand on disait qu'on était à jeun. La lipolyse, c'est le fait que les triglycérides sont hydrolysés et qu'ils libèrent du glycérol et des acides gras. Eh bien, les acides gras sont libérés, ils sont ici. Ils sont libérés, ils vont aller dans le sang. Alors, ils ne véhiculent pas seuls, hein, les acides gras. Ils peuvent être transités via les lipoprotéines, par exemple. Et ils vont être acheminés, on en a parlé, les lipoprotéines qui étaient acheminées vers le foie, au niveau des hépatocytes, ce sont les cellules du foie. Les adipocytes sont les cellules du tissu adipeux. Et c'est au niveau de ces hépatocytes qui vont subir la bêta-oxydation, celle dont on va parler. Alors ici, là, je vous ai fait un petit zoom, là, tout ce qui se passe dans le tissu adipeux. Ici, je vous ai fait un zoom. Vous avez donc, vous reconnaissez ici les triacylglycérols, c'est-à-dire les triglycérides. Donc là, on a le squelette en pointillé ici, c'est le squelette du glycérol. Les RC-O, c'est un acide gras. R'-C-O, c'est un autre acide gras. R'-C-O, c'est le troisième acide gras. Bref, c'est un triglycéride. Et lors de la lipolyse, grâce à des lipases, ce sont les enzymes qui vont dégrader les lipides, mais plus spécifiquement les triglycérides, eh bien, il y a une molécule d'eau qui intervient et qui libère un acide gras. Donc là, formation d'un acide gras. Qu'est-ce qui reste? Si vous enlevez un acide gras à un triglycéride, eh bien, il reste un diglycéride, c'est-à-dire un diacylglycérol. Il y a une fonction OH qui a été libérée. De nouveau, la lipase peut intervenir. On va obtenir un monoacylglycérol, un monoglycéride. De nouveau, la lipase peut intervenir et elle va libérer du glycérol. Le glycérol, on en a parlé tout à l'heure. On a dit, le glycérol, je vous remontre, qu'il pouvait retourner, c'est ici, triglycéride, lipolyse, glycérol. Donc le glycérol peut être phosphorylé, glycérol phosphate, et le glycérol phosphate, il est à une étape de devenir du DHAP. Hein? Le glycérol, 3 carbones, 3 fonctions alcool. Le DHAP, il n'a plus que 2 fonctions alcool, c'est-à-dire que le deuxième, celui du milieu, est devenu un céto. C'est du DHAP. Donc vous voyez, glycérol, DHAP, c'est quasiment les mêmes. Donc le glycérol qui vient du tissu adipeux va pouvoir participer à la néoglucogénèse. Ok? Donc on en est là. Glycérol et acides gras. Que deviennent les acides gras? Eh bien les acides gras vont subir la bêta-oxydation. Alors la bêta-oxydation, c'est pas très compliqué et vous allez voir que vous la connaissez déjà quasiment. Alors c'est à moitié vrai ce que je vous dis, bien évidemment. J'essaie de vous en faire un petit peu de la publicité, mais ce que vous devez comprendre, c'est que les réactions de la bêta-oxydation, ce sont quasiment des réactions que vous avez déjà vues dans le cycle de Krebs. Alors ici, on vous met, alors déjà on ne vous met pas un acide gras, on vous met un acyl-CoA. Alors c'est quoi un acyl-CoA? C'est très simple, c'est comme l'acétyl-CoA. Vous vous rappelez, j'espère, l'acétyl-CoA, quelle est sa formule? Je vous la remontre. Alors l'acétyl-CoA, il est représenté où? Et ici. Acyl-CoA, CH3, C double O. Ce groupement-là de carbone, ça s'appelle un groupement acétyl. Si jamais vous lui rajoutez d'autres carbones, c'est-à-dire des CH2 ici, vous allez avoir CH3, CH2, CH2, C double O, et bien ça ne se dit plus acétyl, ça se dit acyl. D'accord? Bien en fait, un acyl-CoA, c'est un acide gras, c'est-à-dire CH3, CH2, 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 hein, comme on vient de voir avec les palmitates, les oléales, et au lieu d'avoir COH à la fin, eh bien on a activé la fonction acide, on lui a fait une liaison énergétique avec un coenzyme, et ça donne un acyl-CoA. Comprenez par là que un acyl-CoA, alors on va juste réduire ça, alors où j'en étais? Voilà. Un acyl-CoA n'est rien d'autre qu'un acide gras qui a été activé. Alors à quoi ça sert? Alors, on va regarder un petit peu plus près ce poster, que vous trouverez beau, je l'espère. Alors voilà, sur ce poster, en fait, on vous explique que l'acide gras qui est là, il va subir la bêta-oxydation qui est là. Alors, vu comme ça, ça paraît tout de suite assez monstrueux et on se dit, c'est pas possible, on va pas apprendre ça. Vous inquiétez pas, c'est tout à fait ça. Mais,
ce que je voulais vous montrer, c'est que cette bêta-oxydation, elle va venir découper les acyl-CoA. Ce qu'on a vu, ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est que les acyl-CoA, ce ne sont rien d'autre que des acides gras, CH3, CH2 plusieurs fois, puis un groupement acide, C double liaison O, associé à un coenzyme. Donc ça, c'est un acyl-CoA. Donc il est là. Alors c'est quoi tout ce bazar là, qu'il y a au milieu là? Bien en fait, les acyl-CoA n'ont pas le droit. Alors, zut. Je vais arriver à vous faire un zoom correct. Les acyl-CoA, qui viennent des acides gras, n'ont pas le droit de rentrer dans la mitochondrie directement. Pas le droit. C'est un petit peu comme l'histoire de l'oxaloacétate. Un petit peu vraiment de très loin. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit, les acides gras n'ont pas le droit de rentrer dans la mitochondrie de manière simple. Premièrement, l'acide gras doit être activé en acyl-CoA, mais il est toujours dans le cytoplasme et toujours pas rentré dans la mitochondrie. Je vous rappelle, la bêta-oxydation se déroule dans la mitochondrie. Pourtant, c'est l'acyl-CoA qui, une fois qu'il sera rentré dans la matrice mitochondriale, on l'appelle la matrice, hein, c'est le cytoplasme de la mitochondrie. Donc quand il sera rentré dans la matrice mitochondriale, c'est lui qui va subir la bêta-oxydation. Mais d'abord, il faut qu'il rentre. Alors, allons-y étape par étape. Tout d'abord, on va activer l'acide gras. Qui dit activation dit que ça coûte de l'argent. Bref, au niveau cellulaire, ça coûte de l'ATP. Ça ne vous étonnera pas donc ici qu'il y ait un ATP qui arrive, et cet ATP va proposer de couper une liaison énergétique sur les 3 kg. Ça va libérer un PPI, je vous rappelle qu'il y a 3 phosphates, donc ça va libérer un groupement à 2 phosphates, donc on coupe une liaison énergétique. Okay, et on libère un PPI, donc il reste AMP. Si vous faites AMP plus 2 phosphates, ça fait ATP, donc il reste AMP. Et bien en fait l'AMP est venu tout simplement se coller à l'acide gras. Ça y est, vous avez activé l'acide gras en lui collant un bout de l'ATP. C'est-à-dire que vous avez fait l'AMP, acide gras, qu'on appelle un acyl, ça c'est pour l'acide gras, l'acyl adénylate. Bon. Mais ce n'est pas lui en fait, l'acide gras activé, qui va nous intéresser. Il va y avoir une deuxième étape, mais ça va être un jeu de passe-passe, c'est-à-dire tu es activé, mais je vais t'activer autrement. C'est-à-dire que ce n'est pas l'AMP qui va être le transporteur, c'est le coenzyme. Et on en a déjà parlé, mais c'est comme ça, c'est le coenzyme qui intervient. Et donc, on va échanger l'AMP par du coenzyme. Donc arrive le coenzyme, il dit à l'AMP, toi tu t'en vas, l'AMP s'en va, et on se retrouve avec l'acyl-CoA. Alors on se dit, bon bah voilà, c'est fait. L'acide gras est activé, on a l'acyl-CoA, il est là. Donc, hop, bêta-oxydation. Eh ben non. L'acyl-CoA n'a pas le droit de rentrer dans la mitochondrie. Et il lui faut des transporteurs particuliers. Donc, ce que je vais vous dire là, vous n'avez pas à l'apprendre par cœur, mais vous devez juste le savoir. C'est de la culture, d'accord? C'est-à-dire pas tomber des nues si on vous en parle dans un sujet. L'acyl-CoA, premièrement, va transférer son groupement acyl. Autrement dit, il va y avoir un troisième transporteur. On en était au premier qui était l'AMP, puis on est passé au CoA, et là il y a un troisième transporteur qui est la carnitine, un truc de fou. Bon. La carnitine arrive et dit hey, toi le CoA tu t'en vas, et paf, elle vire le CoA, et on obtient l'acide carnitine. L'acide carnitine a le droit de rentrer dans la mitochondrie. Il passe à travers un tunnel, une protéine. Tout à l'heure je vous ai dit, il y a des protéines transmembranaires dans une bicouche lipidique. Eh bien il y a des protéines, ce sont de véritables tunnels, mais vraiment des cylindres creux. Et l'acide carnitine a le droit de passer. Par contre, l'acide CoA n'a pas le droit de passer, et l'acide gras n'a pas le droit de passer, l'acide adénylate n'a pas le droit de passer. Donc l'acide carnitine passe, se retrouve dans l'espace transmembranaire. Ce que je ne vous ai pas parlé, c'est qu'il y a une enzyme qui permet de faire l'échange, qui est très importante, qui est la carnitine acyltransférase, qui va transférer l'acyle sur la carnitine. C'est la carnitine acyltransférase 1 qui fait cette opération, je vous le dis, parce que ici, on a la carnitine acyltransférase 2. C'est sa cousine. Elle fait l'opération inverse sur l'autre membrane, sur la membrane interne de la mitochondrie. Et vous voyez qu'elle n'est pas orientée de la même manière. Celle-ci est orientée vers le cytoplasme, alors que celle-ci est orientée vers la matrice. Okay ? Dans l'espace intermembranaire se trouve la carnitine. Et la carnitine va s'accumuler dans l'espace transmembranaire. Et là va intervenir
euh, une espèce de roue à aube très particulière. Donc vous avez un cotransporteur ici qui autorise le passage de l'acylcarnitine à la seule condition que, en sens inverse, la carnitine sorte de la matrice mitochondriale pour aller dans l'espace intermembranaire. Donc il y a une espèce d'échange. C'est une porte à une entrée à deux portes. D'accord? Ça s'appelle une translocase. Elle est très importante cette translocase parce qu'elle permet de ramener la carnitine dans le cytoplasme, parce que si vous n'avez plus de carnitine dans le cytoplasme, eh bien vous ne pouvez pas faire rentrer les acides gras. Autrement dit, il n'y a plus de bêta-oxydation. Je répète, les acides gras subissent la bêta-oxydation dans la mitochondrie. Or, ils ont besoin de carnitine pour rentrer. Il faut donc qu'il y ait de la carnitine dans le cytoplasme. Il faut donc à tout prix faire revenir la carnitine, parce que là, l'acylcarnitine est partie. Ensuite, l'acylcarnitine rencontre l'enzyme cousine, l'acylcarnitine transférase 2, qui à nouveau prend un coenzyme et reforme de l'acyl-CoA en libérant la carnitine, qui reprend la porte, enfin l'entrée à double porte, et la carnitine ressort par une porte. Ok, c'est cool, c'est simple. Et on en arrive enfin, il nous reste un quart d'heure, on en arrive enfin à la bêta-oxydation. Je ne suis pas sûr que je vais y arriver en un quart d'heure. Alors, cette bêta-oxydation, elle commence donc à partir de l'acyle-CoA. Ok. Ça, c'est ce qu'on appelle le premier cycle de la bêta-oxydation, qui est aussi appelé hélice de Lynen, L-Y-N-E-N, qui est bien évidemment comme Krebs, hein, qui est le nom du biochimiste qui a permis de caractériser en fait cette voie de biosynthèse. Hélice de Lynen, plus connue, donc plus aisément connue sous le nom de bêta-oxydation des acides gras. Alors, pourquoi bêta? C'est parce que l'oxydation va se dérouler sur le carbone bêta. Et tout à l'heure, je vous ai parlé des alpha-cétoacides, et je vous ai dit alpha, c'est la position 1 après le carbone, après la fonction acide. Donc, fonction acide, c'est OH, puis vous avez un carbone, c'est le carbone alpha, et après, le carbone d'après, le carbone numéro 2 après l'acide, c'est le carbone bêta. Eh bien, l'oxydation va se dérouler sur le carbone bêta. Okay. Donc là, vous avez un acyl-CoA. Et alors, cet acyl-CoA, on vous l'a représenté d'une manière très particulière. Regardez bien, on vous a écrit méthyle, CH3, et puis on vous a écrit CH2 N fois. D'accord? On sait qu'il y a beaucoup de CH2, mais il y en a combien? Eh bien, pour généraliser un petit peu cette voie, on ne va pas s'amuser à mettre si on parlait de l'acide palmitique. Alors, parlons de l'acide palmitique. L'acide palmitique, maintenant vous le savez, c'est un C16. Autrement dit, dans le C16, j'ai un CH3 qui compte pour un carbone, j'ai plein de CH2, j'en ai combien? Et puis j'ai un carboxyle, C-O activé par le coenzyme. Donc j'ai un carbone là, ça fait 2, et il me reste N CH2, donc N carbone. Combien il y en a? Ben, si j'en ai 2 qui sont là, et que mon acide palmitique fait 16, ça veut dire que N égale 14. Donc, parlons du palmityl-CoA. Autrement appelé, on trouve aussi palmitoyl, c'est la même chose. Palmityl ou palmitoyl-CoA, c'est la même chose. Donc c'est l'acide palmitique activé par le coenzyme A. Ça veut dire que N, ici, est égal à 14. Première étape, et c'est une étape que vous connaissez en fait, intervient l'acyle-CoA, c'est le nom du substrat, déshydrogénase. Et quand je vous dis que vous la connaissez, regardez bien ce qui se passe. Eh bien, en fait, ce qui se passe, alors c'est dommage, on ne le voit pas assez. Alors attendez, je vais faire une pause et je vais vous trouver une photo beaucoup plus grosse. Oh là, non, attendez. J'ai mieux. Je ne sais pas si vous allez voir mieux. Ouais, voilà. Donc là, j'ai mon acyle-CoA. Et cet acyle-CoA, en fait, il va subir une déshydrogénation. Une déshydrogénation. C'est-à-dire qu'on va l'oxyder, on va lui enlever des électrons, 2 électrons, et on va lui enlever 2 hydrogènes. Ça va se passer ici, là. Carbone bêta et carbone gamma. On enlève un hydrogène là, et on va donc former un alcène. Ah, je me suis trompé, c'est là. Oui, voilà. La bêta-oxydation. Carbone alpha, carbone bêta. Donc, l'oxygène va venir sur le carbone bêta. Oui, c'est ça. Donc, ces deux ici, ces deux carbones, c'est 2 CH2.
vont subir une oxydation. Je vous l'ai déjà dit. Quand vous faites une oxydation sur des carbones qui ne contiennent que des hydrogènes mais pas d'oxygène, à ce moment-là, le coenzyme d'oxydation qui intervient, c'est le FAD. Donc, pile poil, le FAD arrive, il prend les deux hydrogènes, FADH2, avec les deux électrons, donc il oxyde. Et on forme donc l'alcène. Ça y est, on a une insaturation. Et donc, ça ne vous étonnera pas qu'on l'appelle l'énoïl-CoA. Alors, il est en configuration trans et pas cis, d'accord? Il est sur le delta 2. Carbone 1, carbone 2. Delta 2, énoïl-CoA. Pourquoi je vous dis que vous connaissez déjà cette réaction? Eh bien, je vais vous la montrer. On l'a déjà vu dans le cycle de Krebs. Donc, je vous la montre. Ici, cycle de Krebs. Là, vous avez la succinate déshydrogénase. Ici, vous avez le succinate. Et qui intervient? Eh bien, c'est le FAD. Et on obtient le fumarate. Donc, c'est exactement la même réaction. Et ce que vous allez voir, c'est que la bêta-oxydation, eh bien, c'est quasiment le cycle de Krebs. Vous avez tout d'abord, on enlève deux hydrogènes et deux électrons au succinate. Alors, bon, là, c'est un acyl-CoA. On obtient un alcène, donc une insaturation. Ensuite, vous allez voir qu'il y a une molécule d'eau qui rentre, c'est-à-dire un OH sur un carbone et un hydrogène sur l'autre carbone. Donc on va former un alcool secondaire. Et vous allez voir que la troisième réaction de la bêta-oxydation, ce n'est rien d'autre que l'oxydation de l'alcool secondaire à partir de NAD+, pour le coup, parce qu'il y a un oxygène. Donc NAD+, devient NADH. Eh bien c'est ça, c'est exactement ça, la bêta-oxydation. On y retourne. Ici. Donc comme je vous le disais, FAD donne FADH2, j'ai mon insaturation. Puis intervient une molécule d'eau. D'accord? L'énoïl-CoA, c'est le substrat, hydratase, donc hydratation, molécule d'eau qui rentre. Et voilà, le OH se met sur le carbone bêta. Donc là, vous avez le CO, là, vous avez le carbone alpha, le carbone bêta. C'est la bêta-oxydation parce que c'est ce OH-là qui va être oxydé en une fonction céto, donc la bêta-oxydation. Et ce OH-là, alors comme vous voyez, il a une isomérie, une stéréoisomérie particulière. Hein. C'est un carbone asymétrique ici. Okay, donc c'est pas n'importe lequel, c'est pas n'importe quelle enzyme, c'est une enzyme qui reconnaît le stéréoisomère. Eh bien, il y a le NAD+ qui intervient, c'est une déshydrogénase, et on forme du NADH+. Je vous le dis maintenant, mais ça va être très important pour ce qui est du bilan. Regardez, la première étape de la bêta-oxydation, c'est je forme un FADH2 qui lui a formé 2 ATP plus tard, puis je fais rentrer une molécule d'eau, donc il va raconter une molécule d'eau entrante, puis je forme un NADH+, qui formera plus tard 3 ATP. Okay, et puis, il y a une dernière étape à vous souvenir de la bêta-oxydation. Alors, est-ce qu'elle est compliquée ou elle n'est pas compliquée? Bon, elle n'est pas vraiment compliquée, regardez bien. En fait, la dernière étape va couper cette molécule en 2 autres molécules. Et il y a déjà parmi ces 2 autres molécules, il y a déjà une molécule que vous connaissez très très bien, c'est la molécule d'acétylcoenzymat. CH3, CW0, S-CoA. On le voit. Comment, à partir de cette molécule-là, j'ai obtenu l'acétyl-CoA? Eh bien, regardez, il est ici, le CoA. CoA, S, CW0, CoA, S, CW0, CoA, S, CW0, CH3, hop, ben, il n'y a pas de CH3. Comment c'est possible? Là, il y a un CH2. Eh bien, c'est ça qui va se passer. C'est-à-dire que cet acyl-CoA, qui commence à subir la bêta-oxydation, va subir une hydrolyse. Il va être coupé. Ce n'est pas une hydrolyse avec de l'eau. Ça s'appelle une thiolyse. C'est-à-dire, c'est une hydrolyse avec non pas un groupement d'eau, c'est-à-dire OH, mais un groupement HS, donc SH. C'est un groupement thiol, donc une thiolyse. D'accord? Et l'enzyme, c'est une thiolase qui va intervenir. Autrement appelée la bêta-cétothiolase, mais si vous l'appelez thiolase, ça suffira. D'accord? Et en fait, le groupement S-CoA, ici, le coenzymat avec son groupement SH, va venir se coller là-dessus. Il se colle sur le CW0. Donc s'il se colle ici, eh bien qu'est-ce qu'il nous reste? Il va nous rester CoA, CW0, CH2R. CoA, ici, CoA, S, CW0, CH2R. Donc en fait, le coenzymat, c'est lui qui coupe.
Mais quand il coupe, il se colle à cette partie-là, à gauche, mais il rajoute un hydrogène ici. Or, si vous faites CH2 plus un hydrogène, ça fait un CH3. Autrement dit, et pour synthétiser, pour finir, tout simplement, vous avez une molécule, par exemple, l'acide palmitique, qui est un C16. Eh bien, quand vous faites un cycle de bêta-oxydation, ce que vous voyez, c'est qu'à la fin du cycle, vous avez enlevé 2 carbones. Donc, autrement dit, à partir d'un C16, vous enlevez de l'acétyl-CoA, c'est-à-dire que vous arrivez à un C14 et un acétyl-CoA, c'est-à-dire 14 plus 2. Ensuite, le C14-CoA va subir un deuxième cycle de bêta-oxydation pour devenir un C12 plus un acétyl-CoA, c'est-à-dire plus 2 carbone, 12 plus 2. Puis le C12 va devenir 10. Il va à chaque fois libérer un acétyl-CoA. Tout le monde voit? La bêta-oxydation, c'est du découpage 2 par 2. Elle forme des chaînons à 2 carbones. Vous avez un truc qui fait 18? Ok. Première étape, clac. Première hélice de l'inène, C16. Deuxième hélice de l'inène, C14. Troisième hélice de l'inène, C12, C10, C8, C6, C4. Et la dernière étape, le C4, bien évidemment, ce que vous ferez très attention, on va en reparler tout à l'heure dans le bilan, hein, c'est que quand vous arrivez au C4, eh ben, un C4 donne 2 C2. Autrement dit, à la fin, vous obtenez 2 acétyl-CoA et pas un seul. Il ne faudra pas oublier. C'est-à-dire qu'il y a un coenzyme A qui rentre, à chaque étape, il y a un coenzyme A qui rentre, et il y a un acétyl-CoA qui sort. Sauf à la dernière étape, vous avez un coenzyme A qui rentre, et ce n'est plus un seul acétyl-CoA, mais 2 acétyl-CoA. Un C4 donne 2 C2, donc 2 acétyl-CoA. Ça, c'est pour la dernière étape. Ok ? Tout le monde a vu que c'était quasiment le cycle de Krebs, sauf la dernière étape, qui permet de couper pour libérer un chaînon à 2 carbones. C'est une thiolyse. On fait rentrer un CoA et il repart un acétyl-CoA. C'est un truc génial. Ok ? Autre petite particularité ici, et je vous avais déjà fait part de cette particularité au niveau du cycle de Krebs. Je vous remonte le cycle de Krebs. Ici, je vous avais dit attention, cette enzyme-là, ici, là, qui ressemble à la bêta-oxydation, la première étape de la bêta-oxydation, celle qui utilise le FAD, elle appartient à la chaîne respiratoire. C'est-à-dire que les électrons du FADH2 vont au coenzyme Q qui lui-même va alimenter la chaîne respiratoire. D'accord ? Ça permet de faire de l'ATP. Eh bien, il se trouve que justement, j'en suis là, il se trouve que justement, un petit zoom, cette première réaction ici, le FAD, donne FADH2. Eh bien, ce FADH2, cette enzyme qui est ici, l'acyle-CoA déshydrogénase, c'est aussi une enzyme de la chaîne respiratoire. D'accord ? Donc, vous avez la chaîne respiratoire qui intervient pour le cycle de Krebs, vous avez aussi la chaîne respiratoire qui intervient, qui récupère les électrons de la bêta-oxydation. Ok ? Et donc, les électrons de FADH2, ils sont transférés à un autre FAD qui est lié à une autre protéine qui appartient à la chaîne respiratoire, qui est transféré. Tout ça, on l'a déjà vu, hein, le cours sur la chaîne respiratoire. Vous vous rappelez, hein, c'est les vidéoprojecteurs qui se baladent dans la salle. Qui est transféré à un complexe fer-soufre, qui est transféré à l'ubiquinol, qui devient qui devient ubiquinol, et qui est transféré après au cytochrome C et cytochrome AA3, qui est la cytochrome oxydase, qui va permettre de faire de l'eau. Okay, pardon, qui va permettre de faire de l'eau à partir de l'oxygène. Et tout ça permet de faire des protons qui vont traverser la membrane au niveau de l'ATP synthase pour faire de l'ATP. Bon, c'était juste un petit rappel. Revenons à notre bêta-oxydation. Donc voilà, je vous ai décrit la bêta-oxydation de manière linéaire, mais comme vous l'avez compris, j'espère que vous l'avez compris, en fait c'est une hélice. Regardez bien, l'acyle-CoA est là. Il subit la déshydrogénation, c'est la première étape. Donc, carbone alpha, carbone bêta, hop, j'ai mon alcène. Regardez un petit peu comment ils l'ont écrit, c'est très particulier, essayez de vous concentrer s'il vous plaît. Ici j'avais N, et on avait dit, si j'ai 16, ça veut dire un carbone là, il y en a 2, donc N égale 14. Et puis, on a voulu
conservé cette écriture avec des N, parce que c'était trop long à écrire, donc on met des N, mais on a voulu représenter l'alcène. Or, on ne peut pas écrire CH2 entre parenthèses avec dedans un alcène, c'est pas possible. Donc on est obligé de mettre l'alcène à l'extérieur. Mais un alcène, c'est 2 carbones. Donc on est obligé d'enlever sur les N les 2 carbones. Donc on écrit CH2 N-2. Je vous rappelle que N égale 14 pour l'acide palmitique. Comptons. Faisons un décompte. CH3, C1. 1 carbone. Ensuite, on a combien de CH2? On en a N-2, c'est-à-dire 14 moins 2. Donc 12. Donc 12, plus le CH3, ça fait 13. Ensuite, les 2 CH, 13, 14, 15. Et arrive le CW en haut, 16. On a bien un C16. D'accord? Donc, ici, cette molécule s'appelle le déhydroacyl-CoA, le trans 2,3-déhydroacyl-CoA. C'est l'alcène. D'accord? Sur les carbones 2 et 3, c'est l'alcène. Ensuite vient l'hydratase. Donc il y a une molécule d'eau qui rentre. On vous la dessine comme ça sur le poster, mais en fait elle rentre. Elle rentre et on voit bien l'hydroxyle ici qui s'est posé en position bêta, alors que l'hydrogène s'est mis sur la position alpha. Okay? Puis après arrive la deuxième oxydation, mais avec le NAD+, c'est une déshydrogénase, et on forme un cétoacyle, un bêta-cétoacyle. C'est-à-dire que le OH est transformé sur le carbone bêta, ici, sur le carbone 3 ou carbone bêta, en fonction céto. Donc on appelle ça un cétoacyl-CoA. Et la dernière étape, intervient alors le coenzyme CoASH qui rentre, là on nous le met en train de sortir, mais il rentre, c'est une thiolase, et ça libère quoi? Ça libère l'acétyl-CoA, et bien évidemment l'acétyl-CoA, direction le cycle de Krebs. Mais notre C16, puisqu'il a libéré de carbone, eh bien forcément il est devenu un C14. Donc ici, on vous a représenté un C14. Vous ne croyez pas? On va compter. On avait dit que N égale à 14. Mais ici, il y a écrit N-2, donc 12. Donc j'ai 12 carbones ici. 12 plus le CH3, 13, plus le CO, 14. Donc on avait un C16, maintenant on a un C14. On a bien enlevé 2 carbones. D'accord? Et ça y est, on a fini. Alors ça fait 1h44. Bientôt fini. On a fini l'hélice de l'inène, on a fini la bêta-oxydation, mais c'est une seule hélice de l'inène. Or, ce qui se passe en fait dans la bêta-oxydation, c'est ma longue molécule d'acide gras, il est gras donc il est long, cette longue molécule d'acide gras va être découpée petit à petit en tronçons de 2 carbones. Okay? Donc ce C14 va à nouveau, donc c'est à partir de là, le C14, il rentre à nouveau dans une deuxième hélice de l'inène. Et c'est répété, 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 ainsi de suite. C'est pour ça que ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais vous le montrer tout à l'heure sur un zoom. Ici, on ne vous a plus mis N-2, mais on vous a mis N-4, puisque je vous rappelle que le total doit faire 14. Donc, si le total fait 14, N, on avait dit qu'il était égal à 14. Donc 14 moins 4, ça fait 10. 10 plus le CH3, ça fait 11, plus les 2 carbones, 11, 12, 13, plus le CO, 14. Donc là, on a bien 14 carbones. Donc on vous met N-4. Ok? On va regarder ça un petit peu en détail. Donc, il y a tout d'abord un premier cycle, où vous êtes en N-2. Puis, une fois que vous avez fini ici, vous êtes à 14. Donc, si vous êtes démarré à 16, vous êtes arrivé à 14. Vous rentrez, donc c'est ici. Hein, l'étape qui est là, avec le FAD, c'est la même étape qui est là. C'est l'acyl-CoA déshydrogénase. Donc là, on rentre ici. Là. On rentre à nouveau dans l'hélice de l'inène. Et on obtient l'alcène, cette fois-ci écrit N-4. Ça, c'est lors du cycle 1. Que se passe-t-il lors du cycle 2? Donc regardez bien, ici il y a écrit N-2, N-4. Et bien quand vous passez au cycle 2, forcément il va y avoir écrit N-4 ici, et puis N-6. Donc N-4. Donc N-4 va refaire. Donc N-4, c'est il rentre dans la deuxième. Je vous le remets. Donc là on est arrivé ici, là, c'est mon C14, tout ça. Je vais faire comme s'il était là. C'est parti. Donc, il est là, c'est le deuxième cycle, donc il rentre dans ce deuxième cycle. Okay, hydratase, déshydrogénase, thiolase. Et on arrive ici avec le N-4. Donc si on fait 14 moins 4, ça fait 10.
11, 12. Et là, pour le coup, on a un C12. D'accord? Et si je veux représenter l'alcène, eh bien, je suis obligé d'écrire N-6 ici, etc., etc. Ok? Alors, pour le coup, ce qui serait bien à présent, et on en aura fini après, c'est qu'on fasse un petit bilan ici, là. Donc, vous allez prendre un stylo et on va le faire ensemble. Alors, je vais essayer de zoomer là-dessus. Et on va écrire ensemble dans ce tableau. Voilà. Attendez, je prends ma tablette. Comme ça, on va essayer d'y arriver. Voilà. Tirer ça. Et on va prendre du violet. Pourquoi? Et on conserve de. Okay. Premier cycle. Donc ça, c'est un tableau qui vous aide à écrire la bêta-oxydation. Parce que ce sont des cycles. Donc on ne fait pas du sortant-entrant, c'est un peu compliqué. Donc quand on est au premier cycle, bêta-oxydation de l'acide palmitique. Donc surtout, faites bien attention aux noms. C'est pour ça que je vous ai demandé de connaître les noms des acides gras. Donc si vous êtes avec l'acide palmitique, c'est donc vous êtes en étant activé avec du palmityl-CoA. Donc le nombre total de carbone, c'est-à-dire sans le coenzyme, je vous rappelle qu'il y a des carbones dans le coenzyme et qu'on ne les compte pas. Donc le nombre total de carbone au premier cycle est égal à 16. À quoi est égal ce petit n? Le nombre de CH2. Vous vous rappelez? Donc il y a CH3, c'est un carbone. Après il y a CH2 n fois. Puis après il y a C double liaison O S-CoA. Donc n forcément est égal à 14. Donc ici j'écris 14. Dans une hélice de Linène, combien y a-t-il de molécules d'eau consommées? Vous vous rappelez, j'espère. Sur l'alcène, entre une molécule d'eau, une seule. Donc par hélice de Linène, il y a une seule molécule d'eau qui est consommée. Et puis ensuite, combien y a-t-il de FADH2 qui est produit? Ça, c'est la première étape de la bêta-oxydation. Il y a un seul FADH2 qui est produit. Combien y a-t-il de NADH? Il y en a un seul de produit. Combien y a-t-il à la fin de l'hélice de Linène, de la première hélice de Linène? Combien y a-t-il d'acétyl-CoA, CH3COS-CoA, de produit? Il y en a un seul. D'accord? On arrive donc au deuxième cycle. Donc j'écris numéro de cycle 2. Combien il me reste de carbone? Bien, puisque j'ai enlevé un acétyl-CoA qui a 2 carbones, je vous rappelle que ça, c'est 2 carbones, c'est un C2. Donc il me reste 14 carbones. Donc le petit n, cette fois-ci, est égal à 12. Okay? Et puis, toujours pareil, au niveau du bilan de l'hélice, c'est toujours pareil, il y a un H2O qui est consommé, un FADH de produit, un NADH de produit et un acétyl-CoA qui est produit. Alors, vous le devinez, je l'espère, vous devriez normalement être capable de le faire par vous-même. Alors, on va le faire ensemble, ça va aller plus vite. Donc 3, 4, 5, 6, 7. Alors vous allez me dire, mais pourquoi vous avez fait cette ligne, monsieur? C'est un petit peu évident. Vous allez voir en quoi c'est évident tout à l'heure. Donc bien évidemment, on écrit ici 12, 10, 8, 6, 4. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on arrive à 4 molécules, alors cette 4 molécules, elle s'écrit d'une manière un petit peu particulière. Alors je vais vous l'écrire ici, je ne sais pas si j'ai le droit d'écrire ici. En fait, la molécule à 4, c'est CH3, C double liaison O, CH2, C double liaison O, S-CoA. Voilà la molécule à 4 carbone. 1, 2, 3, 4. Ça s'appelle l'acéto-acétyl-CoA. C'est la molécule à 4. Donc ici, combien il nous reste? Ici, il nous reste 10, 8, 6, 4 et 2. C'est le nombre ici de carbone. Bon. Les H2O consommés, c'est toujours pareil, hein, par hélice de Linène, on consomme toujours une molécule d'eau. Le FADH2 de produit, c'est toujours 1. Le NADH produit, c'est toujours 1. À chaque hélice de Linène, on libère un chaînon à 2 carbones qui est l'acétyl-CoA, sauf à la fin. À la fin, comme il reste l'acéto-acétyl-CoA, eh bien en fait, la thiolyse va venir, c'est-à-dire le coenzyme va venir découper ici. Il va donc libérer un acétyl-CoA ici, et il va libérer un autre acétyl-CoA. Autrement dit, il en libère 2. Donc ici, vous ferez très attention, à la fin, quand il vous reste 4, vous libérez 2 acétyl-CoA. Okay? Pour le coup, on peut faire la somme. C'est-à-dire ici, mon bilan,
c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 molécules d'eau en 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 FADH2, 7 FADH2 produits, 7 NADHH+, produits. Et puis, quant aux acétyl-CoA, je vous rappelle, hein, les acétyl-CoA, ils rentrent dans le cycle de Krebs et ils vont produire, on l'a vu ensemble, vous vous rappelez, ils vont produire 12 ATP. Vous vous rappelez qu'on a dit ça? Donc ils vont produire 12 ATP. Donc vous avez vu le nombre d'acétyl-CoA qu'on fait, c'est énorme, énorme. Ça veut dire que ça va faire beaucoup d'ATP. Donc là on en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est là qu'il faudra faire attention. Hein. C'est pas le même. Donc en fait, c'est ça qui est sympa, c'est que il y a un moyen mémotechnique tout simple d'écrire ce bilan de la bêta-oxydation. C'est-à-dire que là j'ai un C16. L'acide palmitique, ici là, c'est un C16. Comme je forme des chaînons à 2 carbones, je vais former combien de chaînons à 2 carbones? Eh bien, 2 fois 8 égale 16. Donc je fais combien d'acétyl-CoA? J'en fais 8. Et pour le reste, la question qui se pose, c'est oui, bon, d'accord, mais j'ai besoin de combien d'eau? Je forme combien de F? Eh bien, en fait, c'est 8 moins 1. C'est-à-dire que le nombre d'hélices de l'inène, écoutez bien, quel que soit l'acide gras, le nombre d'hélices de l'inène est égal, comment on appelle, comment je vais dire ça, est égal au nombre de carbone divisé par 2, donc 16 divisé par 2 ça fait 8, moins 1. Donc acide palmitique, c'est un C16, je le divise par 2 ça me fait 8, c'est mes 8 acétyl-CoA, conservation de la matière. Combien y a-t-il d'hélices? Eh bien ça va être 8 moins 1. J'ai 7 hélices de l'inène. Autrement dit, je fais rentrer 7 molécules d'eau, je produis 7 FADH2, je produis 7 NADHH+. Par ailleurs, 7 FADH2 vont produire chacun 2 ATP, donc 14 ATP. 7 NADHH+, vont produire 3 ATP chacun, donc 3 fois 7, 21. D'accord? Donc ici, j'ai 14 plus 21. Donc vous voyez, ça fait beaucoup, beaucoup d'ATP. Je vais m'arrêter là. Donc on en a fini avec le métabolisme des lipides et de la bêta-oxydation. Vous devez parfaitement connaître ces 4 étapes de la bêta-oxydation. C'est bien évidemment ultra nécessaire. Et vous devez être largement capable de faire ce tableau-là. Alors, soit vous le faites à la main, comme je l'ai fait là, soit vous le faites de manière mémotechnique, comme je vous l'ai dit. Vous divisez par 2, vous faites moins 1, vous avez le nombre d'hélices. Et vous savez qu'à chaque hélice, vous avez un FADH2 de produit, une eau qui rentre, un NADHH+, qui est formé. Vous n'oubliez pas qu'il y a un coenzyme qui rentre. Hein, parce que pour faire sortir un acétyl-CoA, il faut faire rentrer un coenzyme, bien évidemment. Voilà, c'est tout pour ce qui est du métabolisme des lipides. Il nous reste un chapitre qu'on étudiera, qui est le métabolisme des matières azotées, c'est-à-dire acides aminés et protéines. Donc je vous dis à bientôt. Ciao.